Salut les cornets, moi c'est Justine Et moi, c'est Christine. et vous écoutez Crème glacée version malade. Bienvenue à tous. Ben, ça... Allô, Salut tout le monde. Euh, on est malade, on est comme malade. probablement plusieurs d'entre vous. C'est la Oui, saison. vous avez dû l'entendre dans nos petites voix pas mielleuses, le contraire de mielleuse. Pour les nouveaux, c'est pas ça notre voix, là. Inquiétez-vous pas. Mais on n'avait pas le choix d'enregistrer, là. On n'a pas d'autre moment, puis on veut pas Ben skipper une oui. semaine. Fait que c'est ça. Voilà. Fait que vous allez nous entendre peut-être parler un peu du nez, parler avec la gorge un petit peu rauque. Et on va peut-être faire des petites pauses de temps à autre pour se moucher. Mais Mhm. j'imagine que vous comprenez en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde autour de nous est malade, là. C'est l'enfer. Ouais. C'était comme, il y a eu une journée de canicule, puis là, tout le monde a fait comme, ah, m'a me rhabillé pas assez. Eh bien, non. C'était ça, Eh bien non. le prank. On est tous tombés malades. C'est avril ne te découvre pas d'un film, mais novembre met du chauffage dans ta chambre. Je viens d'inventer ça. Wow! C'est Excusez. bon, c'est pas pire pas tout. Mais bref, j'espère que vous allez bien, que vous mangez de la bonne soupe chaude et tout. Oui. J'ai un mini sondage à vous faire avant qu'on commence l'épisode. Pour ou contre le changement d'heure? Je pensais que t'allais dire autre chose. Je pensais que t'allais dire pour ou contre Donald Trump. Ah, ben, gars, j'aime mieux pas y penser. Non, on veut pas aborder ça sur notre podcast. Je compatis avec tous nos auditeurs américains parce qu'on en a quand même une couple là, qui habite aux États-Unis. C'est vrai. On vous voit et on vous entend et je vous envoie De plein l'amour. d'amour Oui. et du courage. Mais excuse, fait que pour ou contre changement d'heure? Ouais. Répondez-nous. Moi, je suis... Moi, honnêtement, je pense que je suis contre. Ouais, moi aussi. Genre, donnez-nous un esti de break, là. Je suis déjà fatiguée le matin, qu'il fasse soleil ou pas, mais que ma journée finisse à 4 heures dans ma tête parce qu'il fait noir, comme s'il était 10 heures le soir, je trouve ça bien pire. Ben oui. OK. Donc, on va y aller. Je pense que ça va être un long épisode, puis je me suis Oui. popé 2 Tylenol sinus avant de commencer, puis je veux pas qu'il fasse plus effet pendant l'épisode. Fait que, allons-y. Ah, mais il faut faire Euh, le petit shout-out avant. oui, c'est vrai, excuse. Vas-y. OK, alors, le shout-out d'aujourd'hui, c'est de la part de Alice, qui dit « Salut les filles, j'écoute votre podcast depuis le début et j'adore vous écouter. Pourriez-vous faire un shout-out à ma sœur? Elle s'appelle Marion et est apeurée de moi quand je vous écoute. Sa saveur de crème glacée, bref, c'est caramel écossais. Ce serait le fun que vous fassiez un épisode sur un cas qui se passe en Écosse un jour. » Bien Ouh, sûr! C'est vrai, ce serait cool. bonne idée. Elle dit « Bonne journée et continuez votre beau podcast. On vous aime. » Donc, Ah. salut les filles, salut Marion, Allô. salut Alice, salut... J'espère qu'on te fait pas trop peur, là, Marion. Mais salut les filles, merci de nous écrire. Oui, vraiment. Fait que, allons-y. Ma saveur du jour, c'est une crème glacée au sirop pour la toux NyQuil. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh my god, j'étais pas prête. C'est une joke. Hey, ça serait dégueulasse. Ouais, Ce non, serait ça- genre la pire fucking saveur de crème Ouais. glacée. Non. Euh. Pour vrai, je suis tombée dans le sorbet. Depuis que je suis malade, je peux seulement ingérer ça. Ça rafraîchit ma gorge et tout. Et je peux quasiment prendre un pot par jour, là. Fait que ma saveur du jour, c'est un sorbet à la poire. Ah, miam. C'est vraiment bon. C'est underrated comme saveur de sorbet, mais moi, c'est vraiment mon go-to de sorbet, c'est à la poire. Ils en font pas partout, puis ils sont pas toujours bons. Ouais, mais c'est ça, j'ai jamais vu ça, on dirait. lui que je prends à mon épicerie, là, ça vient de la crèmerie Les Givrés. Ah, ben oui. Puis c'est trop bon. Fait que sorbet à la poire et vanille. Je pense que ça dit poire vanillée, là. Bref, c'est vraiment bon, puis ça fait du bien à ma petite gorge. Fait que aujourd'hui, je vous raconte un cas canadien.
Ça faisait longtemps, je trouvais. Ouh, Fait que je m'étais oui. donné comme défi de prendre un cas canadien dans notre longue liste de sujets. Puis en plus, c'est une suggestion d'une cornette. Vous êtes tellement beaucoup à nous envoyer des suggestions de cas, puis on les note toutes, là. Puis c'en est une. Je pense que ça fait vraiment longtemps en plus. Mais bref, merci à Cassandra de nous avoir suggéré ce cas. C'est l'histoire du Abbotsford Killer. OK. Le tueur d'Abbotsford, dit en français. Mhm. Puis c'est un cas qui a eu lieu dans la municipalité d'Abbotsford, évidemment, en Colombie-Britannique. OK. Puis vous allez voir, là, je trouve que l'histoire, ça me fait un peu penser au BTK, qui est un de nos premiers épisodes au début. Puis je trouve ça fou qu'on a eu comme quelqu'un dans le même genre de weird vibe au Canada. Genre, j'avais jamais entendu parler de ce cas-là. C'est quand j'ai parcouru notre liste de propositions de sujets, je suis tombée là-dessus. J'étais comme, ah, c'est quoi ce Abbotsford Killer? Je connais pas. Là, je vois que c'est au Canada. Je suis comme, hein? En tout cas, bref, ça me full intéressé. Et vous me direz si vous le connaissiez, ce Ben, cas-là. je sens que ça va nous lever le cœur, vu que c'était... si tu dis que ça ressemble au BTK, là. Oui. Mm. Ben, en J'ai tout hâte cas, de vous voir. allez voir pourquoi je trouve ça. Et je me suis beaucoup fiée au livre écrit par le sergent détective qui était à la tête de l'enquête, qui s'appelle Rod Gale. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de true crime, fait que c'était vraiment le fun de me replonger dans la lecture de quelqu'un qui était vraiment sur le dossier, là. C'est comme un input vraiment différent Ouais, que ouais. juste des articles de journaux et tout. Là, on a vraiment le Oui, point c'est de ça. vue de l'enquêteur. C'était vraiment intéressant. Puis toutes mes autres sources se sont basées sur ce livre-là aussi. Fait que pour vrai, le mérite revient vraiment à Rod Gale. Et le titre, je vais vous le donner, c'est Through the Valley of Shadow. The Search for the Abbotsford Killer. Petit trigger warnings, c'est pas mal graphique. Je vais décrire quand même des actes violents et je vais aussi parler d'agression sexuelle. Allons-y. Le sergent Rodgell explique au début de son livre ceci que je vais paraphraser. On sait en suivant les données historiques que la majorité des meurtres sont commis par des gens qui connaissent leurs victimes. C'est lui qui dit ça et on peut quand même le comprendre, là. Avec les statistiques et tout, la plupart du temps, c'est un mari, une femme, un voisin, un ami, un ennemi, Ouais. un amoureux, un collègue de travail, etc. Souvent, Un c'est... tueur si proche, hein? Ouais. Puis, on décrit, à faute d'un meilleur terme, ces meurtres-là comme des crimes passionnels, parce que généralement, c'est commis sous l'influence d'une émotion intense comme la jalousie ou la colère et ou des substances. Mais on dit plus vraiment crime passionnel de nos jours, je pense, là, parce que ça, Ben, ça... ça diminue un peu l'acte, là. C'est pas parce que t'aimais trop la personne que tu l'as tuée, genre. Oui, puis ça devient... Tu sais, le mot passion, passionnel devient super péjoratif, là. Ouais. Voir que... C'est ça, en tout cas. Mhm. Mais bon, après les crimes entre guillemets passionnels, il y a les meurtres commis par vengeance ou pour créer une dynamique de pouvoir comme les gangs de rue ou les tueurs à gages. C'est comme des crimes plus structurés avec une raison plus grande derrière que juste tu m'as trompé, je te tue, admettons. Et finalement, le cas le plus rare, c'est celui des meurtres d'étranger à étranger. C'est assez rare qu'un tueur va choisir sa victime un peu au hasard. Puis la plupart du temps, ces meurtres-là sont commis à la suite d'un autre sorte de crime. Exemple, un vol à domicile qui tourne mal ou une agression sexuelle qui dégénère puis qu'on tue la victime pour pas qu'il y ait de témoins. Mais dans cette catégorie-là de meurtres d'étranger à étranger, il y a une sous-catégorie qui est très rare, qui est les meurtres par des prédateurs sadiques sexuels. Que eux, leur besoin, leur fantasme, c'est de faire des actes violents sur quelqu'un pour prouver leur pouvoir. Obtenir du plaisir aussi. Ouais, puis... exact. Puis la démonstration ultime de pouvoir, c'est d'enlever la vie à leur victime. Et ben, ces meurtres-là sont commis par des individus qui suivent aucune règle. Et c'est souvent des psychopathes ou des gens qui ont des traits psychopathiques, disons. Et c'est le cas de notre meurtrier d'aujourd'hui, qui est imprévisible et Wow. complètement effrayant, qui est
Tu sais, on en parle peut-être plus souvent dans des podcasts de true crime parce que c'est des cas qui sont peut-être plus fascinants, plus intéressants, mais ça reste rare. Tu sais, d'un point de vue d'un officier de la GRC, dit c'est quand même les criminels les plus rares. Et ben, le tueur d'Abbotsford, il est dans cette catégorie-là. Pendant des mois, il a semé la peur dans la petite ville d'Abbotsford. Puis pour les policiers, c'était de chasser une ombre imprévisible parce que il a joué au chat et à la souris pendant 7 mois avec les policiers avant d'être enfin capturé. Oh my God. Ça doit tellement être difficile aussi quand t'as aucune piste, là, quand c'est pas comme un proche de la victime. Ouais, Comme tu cherches partout, puis t'es comme, ça peut être tellement n'importe qui, là. exact. Mhm. Puis tu comprends pas trop ses raisons derrière. Tu peux pas, exemple, prédire son prochain move parce qu'il est imprévisible. C'est ça, peut-être que même lui, il le sait pas, là. Ça va être genre une prochaine pulsion, puis... Ouais. Puis dans son livre, là, il dit que toute l'équipe d'enquête, il l'appelait The Shadow, le tueur, parce qu'il était vraiment inattrapable. Donc, il est environ 4h30 du matin, le samedi 14 octobre 1995. Il y a une jeune fille de 16 ans qui entre du mieux qu'elle peut à l'urgence de l'hôpital MSA d'Abbotsford. Elle est couverte de sang, elle n'est pas capable de faire 2 pas en avant sans tomber ou perdre connaissance. Là, elle est vraiment en piteux état. Puis tout de suite, là, les infirmières qui la voient sont genre « Holy shit, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Faut s'occuper d'elle immédiatement parce que on dirait qu'elle va mourir d'une seconde à l'autre si on fait rien. » Rapidement, on comprend que l'adolescente s'appelle Misty Cockerill, 16 ans. Elle a un doigt, une main et un bras cassés. Mais surtout, son crâne est fracturé. Elle a un gros trou, gros comme un poing, dans la tête. Oh boy. Puis, tu sais, une blessure à la tête, il y a plein de vaisseaux sanguins, fait que ça saigne. Fait qu'elle a du sang partout sur elle. En plus de tout ça, elle souffre d'hypothermie. Sa température corporelle est extrêmement basse. Puis, comme je viens de dire, là, Misty est tellement en mauvais état là, qu'elle n'arrête pas de perdre connaissance. Elle tombe d'un vape, elle reprend conscience. Mais quand elle est lucide, elle est capable de parler un peu. Mais elle est un peu confuse, là, évidemment, avec sa blessure à la tête. Et elle commence à partager ce qu'elle a vécu au médecin et ce que son amie et elle ont vécu. Parce que Misty a dit qu'elle et son amie Tania, ils ont été attaqués durant la soirée, puis que son amie est encore dehors, puis qu'elle a besoin d'aide, puis il faut la retrouver. Elle dit « Tania est encore dehors, vite, faut retourner dehors la chercher, je la trouvais pas quand je me suis réveillée, mais vite, faut aller l'aider. Mon amie est encore dehors, puis elle est blessée elle aussi. » Là, les employés de l'hôpital, ils savent pas trop quoi faire. Ils vont voir les gens à l'urgence, il y a personne qui s'appelle Tania. Puis Misty est tellement dans un état second qu'ils savent même pas si Tania existe pour vrai, si c'est son vrai nom. Puis ils sont pas la police, ils peuvent pas juste partir à sa recherche dehors puis abandonner leur job à l'hôpital. Mais Misty, elle insiste. Elle est comme non, 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 je vous dis, Tania, elle a besoin d'aide, faut la retrouver. Ils décident donc de contacter la police pour rapporter de un qu'il y a une victime d'une violente attaque à l'urgence et que potentiellement de deux, il y a une autre victime toujours dehors. Parce que c'est pas un accident d'auto clairement qui lui a fait ces blessures-là. Mais non, c'est sûr. À 5h30 du matin, les policiers sont convoqués et commencent leur recherche pour trouver une certaine Tania à l'extérieur. Et un des policiers est le sergent de la GRC, Rod Gale, l'auteur du livre. Avec une équipe, il fouille les environs autour de l'hôpital. Il fouille aussi l'école secondaire qui est pas loin, puis ils ont même des chiens pisteurs déjà. Mais ils trouvent rien. Personne ne sait qu'à ce moment-là, à 20 km à l'est, se trouve le corps nu d'une jeune femme sur le ventre qui flotte dans le canal V2, qui est réputé pour la pêche. Il y a beaucoup de pêcheurs qui vont dans ce canal-là pêcher. Mais pendant ce temps, il y a Janet, la mère de Misty, qui est convoquée puis mise au courant de l'état critique de sa fille. On ne sait pas si elle va survivre, là. Misty, elle va vraiment pas bien. Elle perd encore beaucoup de connaissances. Puis elle dit plein de trucs qui n'ont pas de sens, là. Elle dit aux policiers que l'homme qui les a attaqués mesure 7 pieds, puis que c'est le mari d'une des infirmières à l'hôpital. Tu sais, elle est comme en train de délirer un peu. Mais elle a genre un trou dans la tête, là, on se rappelle. Non, c'est ça. Pauvre petite, là. Mais la mère de Misty, elle a pu confirmer que sa fille, cette soirée-là, a chillé avec sa meilleure amie, Tania Smith. Fait que là, au moins, on sait le nom complet, puis on sait que c'est vrai, cette histoire de Tania. Quelques heures plus tard,
2 pêcheurs sur le canal V2 remarquent enfin quelque chose flotter sur l'eau et ils sont rapidement choqués par ce qu'ils voient, réalisant que c'est le corps nu d'une jeune fille. Et ils appellent tout de suite le 911. C'est fou quand même que Misty, elle ait réussi à comme rester en vie assez pour dire comme qu'il y avait une autre jeune fille, parce que sinon peut-être qu'il aurait jamais fait le lien entre les deux ou quelque chose. Exact. Ou peut-être qu'il l'aurait même pas retrouvé, tu sais. C'est ça le lien entre les deux parce que à cause de la localisation du canal V2, quand ils ont appelé le 911, c'est même pas la police d'Abbotsford, c'était la juridiction de Chilliwack qui a été appelée puis qui sont venus sur la scène. Fait que si Misty avait pas été là, il aurait peut-être même pas pu faire le lien entre les deux. Mais oui, c'est la police de Chilliwack qui est allée sur les lieux, donc un corps de police différent. Mais ça n'a pas pris de temps qu'avec la GRC, ils ont pu connecter le corps non identifié retrouvé dans la rivière avec celui que Misty mentionnait. Et on peut l'identifier comme étant Tanya Smith. Puis j'ai vraiment pas beaucoup d'informations sur Misty et Tanya, malheureusement. Mais on sait que Tanya, c'était une ado de 16 ans qui venait de déménager dans la communauté d'Arnold, qui est vraiment à quelques kilomètres d'Abbotsford. Puis ses parents sont Terry et Gail. Et ils ont déménagé avec Tanya, sa petite sœur et son petit frère pour profiter de la vie rurale, la campagne, puis faire du cheval. Fait que, tu sais, c'était pas courant de retrouver des corps d'adolescentes dans la rivière, là. C'était une petite communauté tranquille. Bon, là, les deux cas sont évidemment liés, puis l'enquête d'une attaque devient une enquête pour meurtre aussi. Et on combine les deux juridictions pour former une équipe d'enquête spéciale. Il y a, le chef est Rod Gill. Ensuite, il y a le sergent Bill Emery de la police d'Abbotsford et le caporal Kevin McLeod de Chilliwack. La première chose qu'ils font, c'est de mettre sous haute surveillance Misty Cockerill, qui est leur seul témoin encore en vie pour l'instant. Elle est tellement en mauvais état qu'elle a dû être transférée dans un plus gros hôpital, le Royal Columbian Hospital à New Westminster, pour une chirurgie parce que, comme un peu le cas Patreon que j'ai fait, là, elle avait tellement de pression dans le cerveau qu'ils ont dû lui mettre genre des boulons dans la tête et tout pour soulager la pression sur son cerveau. Là. C'est vraiment intense. Puis ils ont peur que si elle survit et tout, ben que le tueur veuille finir ce qui a commencé. Fait qu'ils mettent un gardien avec elle 24 heures sur 24. Thank God. Ouais, bonne idée. Pendant tout ce temps, on fouille la scène où on a retrouvé le corps de Tanya. Les enquêteurs, en regardant les traces au sol, ils déterminent que le meurtrier aurait traîné son corps à travers les arbres et dans la boîte, puis qu'il l'aurait lancé tête première dans la rivière. Puis en suivant les traces, on trouve une paire de sandales qui sont à Misty, mais qu'elle a prêté à Tanya cette soirée-là. Donc, c'est Tanya qui les portait cette soirée-là, en plus de ses vêtements. Ils ont été lancés, genre, sur des buissons puis des arbres, vraiment à la vue de tous. Fait que la personne qui s'est débarrassée de ses vêtements, elle s'est même pas forcée de les cacher, elle les a juste, genre, pitchés au bout de ses bras. Donc, on estime que peut-être que l'attaque n'a pas eu lieu à ce site-là, puis c'était juste le dump site du body, là, Là, on s'est débarrassé du corps. À l'autopsie du corps, le docteur Sheila Carlisle, petite mention, je pensais à Twilight, le docteur Carlisle, la médecin légiste, elle a remarqué que Tanya a un peu le même genre de blessure que Misty. Un gros coup à la tête et plusieurs blessures défensives sur ses bras. Et malgré qu'elle a été gravement battue, la cause du décès de Tanya est déclarée comme une noyade. Donc, elle était en vie quand elle a été jetée dans le canal tête première, mais probablement inconsciente. Clairement, si elle n'avait pas été blessée de même, elle se serait pas noyée. Là. Exact. Son corps, il y a aussi des abrasions sur le dos, sur sa colonne vertébrale, comme si elle a été traînée au sol. Ça concorde avec les traces retrouvées dans la boîte autour du canal. Puis, les prélèvements effectués sur ses parties génitales confirment une agression sexuelle. On trouve aussi suffisamment de sperme pour en prélever puis analyser l'ADN. Et on constate aussi des ecchymoses puis une genre d'abrasion sur le sein droit de Tanya. Et on soupçonne fortement que ce serait une morsure. Ah, yark. Ouais. On demande à un dentiste légiste
en consultation, puis lui, il confirme que c'est bel et bien une morsure, puis il prélève un échantillon de salive, pardon, et il confirme qu'il y en a suffisamment pour aussi faire un profil ADN complet. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'informations sur le corps, malgré qu'il a été jeté dans l'eau, on se rappelle? Ouais, c'est ça. Uh-huh. Et la morsure est tellement nette qu'on peut faire un profil dentaire spécifique. Là. Oh shit. On est en 1995, je rappelle, fait que l'ADN, elle vient tout juste d'être éligible en procès, là, ça fait pas très longtemps, fait que c'est quand même nouveau comme science et tout. Puis là, tu sais, ça fait plusieurs cas qu'on fait que les policiers sont complètement zinzin et nuls. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job, malgré ce dossier full complexe et difficile. Puis ils prennent des bonnes décisions. Fait que petit shout-out à la GRC pour ce dossier-là, parce que les enquêteurs, ils décident de garder la morsure et le prélèvement ADN, le sperme et tout, confidentiel. Fait que même la famille le sait pas. Personne sait qu'ils ont de l'ADN et une morsure dans leurs indices. Ok, je comprends. C'est pas divulgué au public. Ça va pas comme influencer les témoignages de personnes, puis exact. Tout ça, genre, tu sais, si quelqu'un appelle puis dit « Ah, je connais un gars, il adore mordre les filles », comme, tu sais, parce qu'il veut juste dire n'importe quoi, ben, personne pourrait inventer ça pour faire jaser. Si quelqu'un en parle, ben, c'est parce que c'est pertinent. À ce stade-ci, comme vous pouvez vous en douter, ça fait jaser dans la ville. Même partout au Canada, on en parle. 2 ados violemment attaqués. Une d'entre elles, son corps retrouvé nu dans la rivière. Il y a un meurtrier violent en liberté qui rôde dans la ville, qui est supposément sécuritaire. Et, tu sais, les autorités, ils avertissent la population. Ils disent « Faites attention, sortez pas le soir. Si vous avez quelconque indice, appelez-nous, on a besoin de l'aide du public parce que, tu sais, ils ont l'ADN, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça si t'as personne, si t'as rien pour la comparer? » Dans les jours qui suivent, le sergent Gale, il va voir Misty, qui est un peu en rémission de sa chirurgie, puis il essaie d'avoir sa version des faits malgré son état critique. Mais 5 jours après l'attaque, Misty est enfin assez éveillée pour parler et on ne craint plus pour sa vie. Wow! Ouais, fait que shout-out à Misty qui a survécu à ça. C'est un miracle. Ouais, parce que mais elle a-tu des... Tu vas-tu le dire? Elle a-tu genre des séquelles pis tout, pis elle est comme un peu légume ou... Non, là, elle reprend ses esprits? Je vais aussi vous raconter l'attaque qu'elle a vécue plus en détail plus tard. Ouais. Mais elle va être correcte, là. Elle a des séquelles, tu sais, des maux de tête, des choses comme ça, mais elle est super correcte, là. Mais... OK, wow. C'est fou, quand même, qu'elle a survécu à ça. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Ouais. Pendant sa convalescence, Misty, elle a comme assumé que Tania était aussi en convalescence. Puis, tu sais, plein de monde lui envoyait des fleurs, des cadeaux, puis elle disait « Ah, mais gardez-en pour Tania », parce qu'on lui a dit qu'il était juste dans une autre salle à l'hôpital en train de se faire soigner. Oh non! Parce que son état était tellement fragile qu'on voulait pas tout de suite lui dire que Tania était décédée. Ouais, pour pas qu'elle ait un choc de plus. Ouais, puis que ça l'affecte son rétablissement, mais c'est trop triste, là. On lui a dit qu'il était juste dans un autre département, mais c'était pas faux, parce que Tania était bel et bien au même hôpital qu'elle, mais au département de pathologie pour faire son autopsie. Ouais, c'est ça. Elle était à la morgue. Ouais, c'est triste. Mais, après une couple de jours qui ont vu que Misty allait être correcte, sa famille ont décidé de lui annoncer, puis Misty est évidemment dévastée. Elle se sent coupable, elle a le survivor's guilt, là, qu'on appelle, elle sent mal d'avoir survécu, puis pas son amie. Puis elle va raconter plus tard que quand elle retournait à l'école, il y a du monde qui lui disait « Ça aurait dû être toi qui meurs, pas Tania. » Tu sais, le monde sont méchants, mon Dieu, là. Tellement cruel, là. Genre, comment tu peux dire ça à quelqu'un? Genre, tu peux même pas comme être reconnaissante de genre être restée en vie puis d'en être content. Genre, c'est sûr que elle, ça l'a dû la... Ben non. Puis je vais raconter dans quelques instants, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, puis les moves que Misty elle a fait, puis elle a été vraiment courageuse, puis tu sais, elle a pas genre abandonné son amie pour sauver sa peau, là. Fait qu'elle mérite pas tous ces remords-là, je trouve. Mm-hmm. Mais elle est 1000 fois plus motivée d'aider la police pour attraper son assaillant et de venger sa meilleure amie. Fait qu'elle raconte tout ce qu'elle peut au sergent
Gail. Et lui, il enregistre tout sur un tape audio pour vraiment avoir une idée de la ligne du temps, de ce qui s'est passé cette soirée-là. Et voici ce qui s'est passé selon le témoignage de Misty. Ça s'est passé le vendredi 13 octobre 1995. Oh mon Dieu. Quand même, hein? Ben, dans la nuit du 13 au 14. Le soir où Tanya et Misty ont été attaquées, les deux filles allaient à un party à Surrey, qui est une ville vraiment pas loin d'Abbotsford. Ils ont eu bien du fun. Puis quand il était temps de partir, les deux filles sont embarquées en voiture avec d'autres amis à elles qu'elles connaissaient. Et le groupe d'amis les a déposées chez Misty autour de minuit. Ce qui était prévu, c'est que les deux filles dorment chez Misty pour faire un petit sleepover. Mais tu sais, il est quand même tôt, là. Il est juste minuit. Un vendredi soir. Les parents de Misty sont même pas là. Fait qu'ils ont tellement de fun qu'ils veulent pas aller tout de suite se coucher. Ils savent qu'il y a un autre ami qui fête son anniversaire ce soir-là aussi, à seulement 5 blocs de maison. Fait que là, ils se disent « Hey, on a du fun, on est encore réveillés, il est juste minuit, on va-tu crash le party de notre ami? » Évidemment qu'ils sont down pour ça. Alors, il y a deux filles de 16 ans qui, un vendredi soir, je les comprends. Puis même si on est au beau milieu de la nuit, ils ont zéro peur de faire la route à pied. C'est pas loin, ils connaissent le chemin, c'est full éclairé, c'est super résidentiel. Il y a une école secondaire, un hôpital. Ah ouais. Tu sais, Je vois. Vraiment, c'est pas aller dans le centre-ville de Montréal, dans les ruelles sombres, là. Non, c'est ça. C'est plus genre les quartiers qu'on a vécu quand on était jeunes, là. Ouais, exact. Tu marches la nuit avec ton ami pis t'as pas peur, là. Ben non. J'ai fait ça je sais pas combien de fois, là. Exact. Donc, ils marchent toutes les deux le long de la route, puis ils niaisent sur le fait que c'est vendredi 13. Ils sont comme « Ouh, on va-tu voir un chat noir ou quelque chose? » Ils sont en train de blaguer là-dessus. Puis, ils remarquent une voiture berline beige et brune qui fait des tours. Ils la voient passer quelquefois dans le quartier. Mais, bon, ils s'en foutent, là, c'est une voiture. Mais Misty, elle s'en rappelle quand elle raconte ça au détective Gail. Mais là, tout à coup, un homme sort des buissons. Oh Exemple, ils non. sont sur le trottoir, puis il y a des buissons, il y a comme un petit terrain gazonné. Ouais. Il y a un gars qui sort des buissons, puis il tient une batte de baseball en aluminium dans les mains. Ok, mais c'est tellement random. Ouais. C'est ce que t'entends dans des histoires d'horreur, là. Mm-hmm. Les filles, ils savent pas c'est qui, là. Ils l'ont jamais vu avant. Puis la première affaire que le gars dit, c'est « Do you bitches want to party? » Là, les filles ont même pas le temps de répondre ou faire quoi que ce soit, que le gars les prend par les bras, puis il les tire dans les buissons. Fait que là, ils sont comme entraînés dans le buisson. Puis de l'autre côté, c'est le parking de l'hôpital. C'est comme un terre-plein qui séparait un trottoir et un stationnement. Avec une petite étincelle entre les deux pour... Oui. Fait que c'est quand même à la vue, c'est éclairé par des lampadaires. C'est vraiment juste un terre-plein d'un stationnement, genre. Mais tu sais, c'est un hôpital pas très... c'est pas un gros hôpital, puis il est minuit. Fait que le parking est quand même vide, sauf peut-être les voitures des employés qui sont à l'hôpital. Ils sont quand même cachés par une haie de cèdre et quelques buissons. Fait que personne les voit, personne n'est témoin de ce qui s'en vient. L'homme à la batte de baseball les menace, puis il leur demande de enlever leurs vêtements. En fait, il leur ordonne de se déshabiller. Les deux filles ont une réaction différente. Tanya, elle, est en mode je vais l'écouter, je vais faire tout ce qu'il dit, j'ai trop peur. Fait qu'elle, elle écoute le gars sans broncher, elle a trop peur de le défier, puis elle commence à se déshabiller. Misty, elle, est juste figée. Elle a tellement peur qu'elle fait juste regarder ce qui se passe, complètement pétrifiée. Elle garde ses vêtements. Une fois que Tanya a retiré ses vêtements, l'homme commence à l'agresser sexuellement. Puis Misty est juste là, puis elle sait pas quoi faire. Elle est complètement figée. T'as-tu dit avec quel âge, l'homme en question, ou pas encore? Pas encore, là, mais il y a une trentaine d'années. Là, Misty, elle a l'idée de faire semblant d'avoir une crise d'asthme pour comme distraire le gars, puis peut-être lui faire peur. Fait que là, elle se met sur ses genoux, puis elle commence à hyperventiler, puis à tousser, puis à dire « I can't breathe, non. » Mais ça l'a pas marché. Le gars, il est juste parti à rire, puis il a dit « Ben, si tu fais de l'asthme, sors ta pompe. » Genre, voulant dire « Je te crois pas. » Genre, gère-toi. Ouais. Fait que là, malheureusement, tu sais, je comprends l'idée, mais ça a pas marché. Mais là, si le gars est en train d'agresser sexuellement son ami, il est occupé, là, il est distrait.
Misty, elle aurait très bien pu s'enfuir puis prendre le risque de les laisser là puis avoir une petite longueur d'avance en courant. Mais elle est incapable de laisser son amie toute seule avec ce gars-là. Elle veut pas la laisser derrière. En réalisant tout ça, elle remarque aussi que l'homme, il tient pas la batte de baseball parce qu'il est occupé à faire ce qu'il est en train de faire sur son ami. Il l'a déposé à terre quand il a dézippé ses pantalons. Oh mon Dieu. Fait que là, Misty, elle prend la batte de baseball, puis elle frappe le gars du plus fort qu'elle peut. Mais au lieu de frapper sur sa tête comme elle aurait sûrement voulu faire, ça pogne son épaule. Mais quand même, ça déstabilise le gars. Mais tu sais, elle a 16 ans, lui c'est un gars, un grown man sur son épaule. Ça fait juste lui faire un peu mal, puis il se retourne, puis avant même qu'elle puisse lui donner un autre coup, il lui arrache la batte de baseball des mains. Oh là là. Il prend le bâton, puis il commence à frapper Misty à répétition. Misty a crié à Tanya de s'enfuir et genre, va chercher de l'aide, cours, cours, cours. Mais Tanya est comme sous le choc de ce qu'elle vient de vivre, là. Fait qu'elle est juste couchée sur le sol, puis elle sait pas quoi faire. Et l'homme, il traite Misty de bitch, puis lui dit qu'elle va mourir ce soir, puis il continue à la frapper. Misty, elle compte les coups un à un. Il y en a un qui lui casse le doigt, un qui lui casse le poignet, un qui lui casse le bras. Puis c'est au 7e coup de batte de baseball sur sa tête que Misty perd connaissance. Voir qu'elle est capable de, genre, raconter tout ça, ça me fascine. Ouais. C'est fou. Oh là là. Puis on pense que son attaquant, il a cru qu'elle était morte parce que quelques heures plus tard, quand Misty s'est réveillée, il n'y avait plus personne sur le petit terre-plein. Il l'a laissé là comme si elle était morte. Ouais. Oh my God. Le gars, il est parti avec Tanya, puis pensant qu'elle était morte, peut-être qu'il voulait la laisser là ou disposer du corps de Tanya, puis ensuite revenir se disposer de celui de Misty. Misty, elle a comme pas une minute à perdre, peut-être qu'il va revenir. Fait qu'elle essaie de se relever. Puis c'est à côté du stationnement de l'hôpital, là. Quelle chance! Parce que pour vrai, si ça avait été au fin fond d'une forêt, là, elle serait morte, là. Elle aurait pas pu se rendre. Elle s'est réveillée, je sais pas à quelle heure, mais est entrée à l'hôpital à 4h30 du matin. Et l'attaque a eu lieu vers minuit et quelques. Fait que pendant tout ce temps, elle perdait et reprenait conscience, elle se levait, elle cherchait Tanya, elle reperdait connaissance, elle était genre à, je sais pas, 50 mètres de l'hôpital, 500 mètres max. Elle était juste à côté de l'hôpital, puis elle se relevait, elle retombait. Elle cherchait Tanya dans les autres terre-pleins, puis là, elle s'est dit, OK, je la retrouverai clairement pas maganée de même, je vais aller à l'hôpital. T'sais, elle devait voir l'écriteau. Elle est tellement forte et intelligente et toute la patente, là, voyons donc. C'est fou, là. Elle a des bons réflexes, en tout cas. Vraiment. Une chance que c'était à côté de l'hôpital. Avec les éléments de preuve qu'on a, on comprend que quand Misty a perdu connaissance, l'homme il a continué à agresser sexuellement Tanya. Il l'a battu avec le bâton de baseball, puis a déplacé son corps pour le lancer dans la rivière. Et comme Misty, Tanya était encore vivante après les coups de bâton de baseball, fait que s'il l'avait laissée pour morte comme avec Misty, probablement que Tanya aussi aurait survécu. C'est vraiment à cause qu'il l'a pitché dans la rivière. Mais bon, grâce au témoignage de Misty, on a pu localiser rapidement la scène de l'attaque qui était littéralement à côté de l'hôpital. Mais après 5 jours, il n'y avait plus grande preuve, surtout qu'il n'y avait plus entre-temps. Fait que, niveau ADN et sang, on n'a rien trouvé, mais on a retrouvé une boucle d'oreille à Tanya. Fait que ça prouve que Misty avait raison. Et éventuellement, il y a un fermier qui a trouvé un bâton de baseball en aluminium dans un fossé proche du canal. Et il a appelé la ligne d'appel pour partager son indice. Fait que... OK, il y a genre toutes les preuves du monde, là. C'est ça. Fait que Misty, elle disait la vérité. Elle se rappelait vraiment de tout, là, parce que... Tout ce qu'elle dit, ça a du sens, là. Ouais, vraiment. C'est fou. Elle aurait pu juste blackout puis rien se rappeler, là. Ben, c'est ça. C'est fou que, genre, tous les éléments qu'elle se rappelle, genre, ils peuvent le connecter avec tout ce qu'ils trouvent, là. Ouais. Je comprends pas. Genre, un énorme trou à la tête, genre, coup à la tête, puis elle est capable de tout dire ça après, là. Elle aurait pu, genre, virer légumes, là. Ben oui. C'est impressionnant. C'est là que l'enquête commence pour vrai. Et c'est fou dans la tête. OK. La même journée que Misty raconte tout ça, la police reçoit plein d'appels du public. Là. Pour vrai, il en reçoit des centaines par jour. Là. Tout le monde a son mot à dire. Là. Puis ils veulent donner des indices.
Et il y a un homme qui dit « Je suis celui qui a aidé Misty à aller à l'hôpital. Je voulais juste vous le dire, voilà. » Et c'est le caporal McLeod qui a répondu à cet appel-là. Puis là, il est immédiatement suspicieux. Puis il dit « Qui parle? » Puis là, ça raccroche. Parce que Misty est entrée seule à l'hôpital. Ben, c'est ça. Si quelqu'un avait voulu l'aider, il serait resté, là. Il serait pas juste allé la dropper puis il aurait disparu. Ouais. Puis, tu sais, Misty, elle se rappelle de tout, fait qu'elle se serait rappelé que quelqu'un l'aurait aidé. Ben oui, c'est sûr que oui. Et là, on se demande pourquoi il y a un gars qui veut se faire passer pour un héros quelconque. Et on réussit à retracer l'appel à un téléphone public proche d'un dépanneur Shell à Abbotsford. Mais aucun témoin, personne n'aurait vu quelqu'un parler à ce téléphone-là dans les minutes suivantes, et l'homme y était parti depuis bien longtemps. Ensuite, le sergent Gale décroche un autre appel du public. Et la même voix qu'on va découvrir plus tard, mais c'est le même homme, OK? Je vous le dis, c'est toujours le même gars, OK? Il dit « Je sais où ont eu lieu les meurtres. Sur un passage gazonné qui passe du nord au sud, derrière des arbres et des buissons, proche de l'hôpital. » OK. C'est quoi l'affaire? Il veut être... Il veut qu'on le découvre, là? Il veut qu'on le trouve? Il veut se dénoncer lui-même? Je sais pas. Mais le sergent, il dit « Pourquoi vous savez ça? Comment ça vous savez cette information-là? » Parce qu'il s'était pas tout de suite dévoilé au public le lieu exact de l'attaque. Et l'homme répond « Je suis le tueur. » Son mamelon droit goûtait pas mal bon. Arc! Et je sais pas si je vais être capable de mettre les audios des appels, mais on les a toutes, les audios des appels. Ils ont été tous enregistrés. 911, Jimmy, please fire ambulance. Just to let you know who I am. Tanya's right there. She's been really good. On se rappelle, Tanya elle avait été mordue au sein droit. Puis là, le sergent Gale, il est silencieux quelques secondes, il est sous le choc parce que personne ne sait cette information-là. Ils l'ont gardée secrète. C'est ça! Ils ont tellement bien fait, Seigneur. Fait que là, c'est clair que c'est le tueur qui est à l'autre bout du fil. Ou genre un complice, là, mais ils sont pas mal sûrs que c'est le tueur. Puis là, pas de spoiler, là, c'est le tueur au téléphone, OK? Mais le sergent Gale, il a comme pas le temps de répliquer que le gars raccroche. La police essaie tout de suite de retracer l'appel encore une fois. Ils sont capables. C'est une cabine téléphonique proche du MSA Hockey Arena. Et là, on déploie plein de patrouilles de police. On fouille les environs. On fouille la cabine. On essaie même de trouver des empreintes digitales sur le téléphone parce que là, c'est clairement le tueur. Il était là il y a quelques minutes à peine. Là. Fait que c'est une petite ville où il y a une équipe tactique spéciale qui se sont établis là, fait que c'est pas loin. Ça leur prend 2 minutes, là, se rendre où il y a eu la cabine, ou la cabine téléphonique, là. Fait que là, ils ont comme pas le temps de niaiser, le tueur était juste là. Il demande aux passants, avez-vous vu un homme louche passer? Nanana. Mais personne, encore une fois, a vu quoi que ce soit. Fait que là, le tueur, il est encore en ville, puis il s'amuse à appeler les policiers, là. Fait que là, ils sont en train de se dire qu'ils ont affaire à un fou malade, là, un gars détraqué bizarre. L'enquête se poursuit, les enquêteurs y interrogent le voisinage, ils font du porte-à-porte dans le quartier autour de l'hôpital. Et il y a quelques personnes qui témoignent se rappeler avoir vu une berline brune ou beige rôder en cercle dans les environs. Et il y a des témoins qui disent avoir entendu des cris de jeunes filles. Mais ils se sont dit que c'était vendredi 13 puis que des jeunes faisaient des niaiseries. Fait qu'ils n'ont pas appelé la police. OK. Mais genre, je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Ouais, c'est ça, on dirait que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je ferais si... On dirait que j'entends des cris à chaque jour où ce que j'habite, là. Ouais, moi aussi, là. Puis à moins que ça soit genre « Oh my God, aidez-moi, au secours, aidez-moi ». Si c'est juste des cris au meurtre, je vais peut-être pas tout de suite penser que c'est super grave, là. Ouais. Mais si c'est dans un quartier, exemple, là, comme nos parents, où est-ce que c'est full tranquille pis tout, peut-être que j'aurais une façon différente de penser, mettons que j'habitais encore là-bas, là. Ouais. En plus, tout le monde est un peu mémère, me semble, dans ces quartiers-là. Genre, tu sais, tout le monde connaît tout le monde, fait que... Mais, regarde, je peux comprendre le réflexe, là. Ils se sont dit « Ah, c'est des jeunes qui niaisent ». Peut-être que ça l'arrive souvent. Toujours la même journée, qu'il y a les 2 appels suspects. Il y a un opérateur du 911 qui reçoit un appel. Un homme est à l'autre bout du fil. Et je vous le dis, c'est la même voix, c'est le même gars. Il dit
Vos gars font un travail vraiment minutieux. Mais pensez-vous que je serais assez stupide pour laisser des empreintes digitales derrière moi lorsque je passe un appel? Et là, le gars raccroche. Et là, la police, tu sais, l'appel est tout envoyé à la police. Puis ils reconnaissent la voix, c'est le même gars. Fait que le gars, il était pas loin, il les voyait récolter les empreintes digitales sur la cabine. Oui, c'est ça. C'est genre une chasse au trésor, là. C'est quoi l'affaire? Genre, il était genre caché, puis il les regardait, là, c'est creepy, il était juste là. C'est vraiment creepy. Puis il est vraiment Mais il coquille, dit ça, puis en même temps, il a laissé son ADN partout, là. Je Ouais. veux dire, ils ont trouvé le bat de baseball, ils ont trouvé tout, là. Fait que, ferme ta gueule, là. T'aurais Ouais. vraiment pu laisser tes empreintes digitales sur le téléphone, là. C'est vrai. Au téléphone, là, la voix du gars avait de l'air comme excité. Il était comme trépidé à l'idée de niaiser la police. Et à peine 30 minutes plus tard, un autre appel du même gars. La même voix dit « Avez-vous de la misère à trouver le tueur? » Là, c'est un opérateur 911, fait que, tu sais, il sait même pas de qui il parle. Ouais, le temps qu'ils comprennent que c'est le même cas, là. Ouais. Là, le gars, il fait juste... Ou la fille, je sais pas. Il répond « Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que vous voulez donner des informations à l'équipe d'enquête sur le cas de Tanya Smith? » Puis là, le gars dit « Non, c'est moi. » Là, l'opérateur répond « C'est vous. » Et il dit « Je vous donne une chance d'essayer de me trouver. Je vais rôder dans le coin et chercher quelqu'un d'autre. » Le mamelon droit de Tanya goûtait tellement bon. Oh my god, my god, my god. Dégueulasse! Puis là, c'est traduit, ça fait moins peur, là, mais si je suis capable, je vais mettre l'extrait audio, là, ça fait vraiment peur. Ah, mais déjà là, je suis écœurée ben raide. Ouais. Et on retrace rapidement l'appel à une cabine téléphonique encore au Ventura Grocery Store, qui est à quelques blocs du poste de police d'Abbotsford. Là, on envoie une patrouille fouiller les environs, mais rien. Pas d'empreinte digitale non plus. Rien. C'est vraiment une ombre. Une shadow. Tout ça dans la même journée, là. C'est fou, là. Ouais, c'est ça. La police comprend que le tueur fait des menaces, il rôde dans le coin puis il veut recommencer. Fait que toute la population de Chilliwack et d'Abbotsford sont à risque et il cherche sa prochaine victime. Honnêtement, je sortirais pas dehors. Genre, tu me dis qu'il y en a un qui a dit qu'il cherchait sa prochaine victime, je ne sors pas dehors. Non. Si j'habite dans le quartier, là. Moi non plus. Puis là, en plus, c'est que je me rappelle qu'au début de l'épisode, t'as dit que ça avait pris 7 mois. Fait que là, je suis vraiment inquiète. Ouais. Je suis comme... Ouais. Là, tout comme nous, j'imagine, là, les enquêteurs le trouvent vraiment effronté, là, d'appeler la police puis de se penser tout permis puis que jamais il va se faire attraper. Puis c'est rare là, que les tueurs font ça. Les policiers demandent l'opinion d'un professionnel, Dr. Mike Webster. Puis le psychologue confirme que le suspect derrière ces appels-là correspond au profil d'un criminel dangereux qui veut recommencer, qu'il est impulsif et imprévisible, et que selon son ton de voix, il a l'air excité, il aime ça. Il aime ce jeu-là, il aime les interactions. Même si c'est chiant et gossant, tous ces appels-là, les policiers sont quand même contents parce que ça garde un peu l'enquête en vie, puis ça donne toujours un espoir de trouver un indice dans la cabine téléphonique ou de retracer l'appel. Tu sais, c'est quand même mieux que silence radio. Ils espèrent que dans un de ces appels, il s'échappe, ils disent un indice quelconque qui pourrait le retracer jusqu'à lui. Et ils se disent qu'ils peuvent tourner ces appels-là à leur avantage en publiant un extrait à la population et en demandant si quelqu'un reconnaîtrait pas la voix parce que c'est pas une voix modifiée. Mais ils hésitent à le faire parce que ils veulent pas intensifier la peur du public, là. Genre, tu sais, dans ses messages, il dit genre « je vais recommencer, je rôde dans la ville ». Mais ils ont pas le choix. Ils disent pour le bien de l'enquête, il faut. Fait qu'ils éditent des parties d'appel pour que ça soit pas le pire qu'il dit. Là. Genre, ils coupent la partie qui parle des seins de Tanya et tout. Oh my god. Ça doit être terrible aussi pour la famille là, de la victime. Là. Oui. De l'entendre parler de même, là. Ils sont si près du but, les policiers, tu sais, puis ils l'entendent à la télé, puis ils sont comme... Oui, genre, il est juste attrapez-le, là. ça doit tellement être frustrant, là. Mm-hmm. La police partage le communiqué suivant. La police qui enquête sur le meurtre de Tanya Smith et la tentative de meurtre de Misty Cockerill a reçu des appels téléphoniques d'un homme qui prétend être le tueur. D'après le contenu des appels, la police pense que l'appelant est la personne responsable du meurtre.
Les appels sont de nature menaçante et la police recommande au public de prendre des précautions supplémentaires pour protéger sa sécurité. Imagine, genre, tu vois ça aux nouvelles, là, tu dois tellement avoir peur. En plus, on dirait que de nos jours, ce serait comme un avis sur notre téléphone, un peu comme une alerte Amber. Là. Tu sais, tu reçois ça, toute la ville, t'es comme... Ben oui. Genre, je sors plus de chez nous, oublie ça. Puis c'est pas juste la population d'Abbotsford qui a peur. Chilliwack, puis même le Canada au complet est investi dans le dossier. Ouais, parce qu'ils pourraient vraiment se promener, là. Ils pourraient vraiment facilement changer de province et se rendre partout, là. Vraiment. Puis tout le monde se sent un peu impuissant. Tout le monde a juste peur. Il y a rien... Tu sais, l'enquête avance zéro. Il y a juste un gars qui appelle qui a du fun à faire peur à tout le monde, puis personne n'est capable de rien faire pour l'arrêter. Personne sort de chez eux. Tout le monde est hyper vigilant. Le soir, les rues sont désertes. Et on organise des marches en l'honneur de Tanya. Puis pendant tout ce temps-là, Misty est encore à l'hôpital, surveillée par des policiers, 24 heures sur 24. On commence à faire un portrait robot du tueur avec Misty, puis il va être divulgué plus tard. Il n'est pas divulgué tout de suite au public. Mais le sketch montre un homme aux cheveux foncés qui fait de la calvitie. Il a les joues creuses et les pommettes assez hautes. Il a un gros front puis une moustache. Je vais mettre une photo sur Instagram du portrait robot. 3 jours après les appels téléphoniques douteux, on est le 21 octobre 1995. Et là, toute la ville s'est rassemblée pour commémorer Tanya Smith et sa famille aux funérailles à l'église. Puis l'événement est sous haute surveillance par les policiers parce qu'on pense peut-être que le tueur va se pointer. Ça serait comme son genre, il a l'air tellement fendant qu'il pourrait vraiment être aux funérailles. Fait qu'il filme tout le monde pendant la cérémonie pour peut-être, si après ça, il voit un suspect qui compare avec quelqu'un qui aurait été là. Fait qu'ils peuvent regarder après aussi, là. Ouais. D'un coup, qui n'ont pas vu quelque chose, comme tout analyser le vidéo complet. C'est une très bonne idée, mais aucun comportement étrange saute aux yeux des policiers. La pierre tombale de Tanya, il y a comme une photo d'elle qui est genre incrustée dans la pierre, avec une gravure de ses fleurs préférées qui sont les tournesols, avec les mots « Notre tournesol pour toujours dans nos cœurs ». Aux funérailles, qu'on voit bien sur les caméras aussi, personne ne trouve louche. Un simple père de famille, discret, venu assister à la cérémonie avec ses 2 jeunes enfants. On va se rendre compte plus tard que c'était lui. Non. Il était là avec ses enfants. Un père de famille. Ouais. Mais bon, ça, je voulais juste vous faire un petit teaser, là, mais la police, ils se rendent compte de rien pour l'instant. Et l'enquête bloque pas mal, là. Il n'y a pas d'avancée substantielle jusqu'au 31 octobre 1995, soir de l'Halloween. Il est concept, là. C'est genre vendredi 13. Ouais. Le soir de l'Halloween. C'est un opérateur 911, encore une fois, qui reçoit un autre appel du tueur. Ben, eux, ils l'appellent le suspect, là, mais je vous dis, c'est le tueur. La voix, c'est encore définitivement la même. Et encore une fois, il parle de preuves non divulguées au public, puis il fait des menaces très vulgaires. Puis on dirait qu'il se masturbe pendant l'appel. Oh, sacrément. Yark. Mais, mettons, là, parce qu'ils ont quand même mis des petits bouts de la voix de l'homme dans les médias et tout. Comment ça se fait? Ben là, peut-être que c'est ça là, qui va arriver, mais comment ça se fait que si c'est un père de famille, il y a personne genre dans sa famille qui a reconnu sa voix? À la radio, à la télé, peu importe. Tu vas voir comment il se fait attraper au final, là, mais pour l'instant, aucun appel est assez important pour être considéré. Dans cet appel-là, qui est comme un peu le pire à date, là, même les extraits audio sont censurés tellement qu'il dit des affaires. Là. Il dit « Ce soir, je vais pas mordre son mamelon droit. Je vais manger son fucking bip. » Mais bon, je laisse votre imagination deviner la suite. Il est dégueulasse. Ouais. C'est pour ça qu'il me fait un peu penser au BTK, genre. J'aime ça, mais il était dégueu de même. Ouais, je comprends. Il aimait ça, laisser des petits trucs aux policiers. Puis, en tout cas. L'appel est retracé à une cabine téléphonique, encore. Et ce coup-ci, c'est en dehors du GG Sports Bar, qui est proche d'une entrée d'autoroute. Mais encore une fois, rien, il n'y a personne autour. Et la cabine téléphonique n'a aucune empreinte digitale dessus. Là, sont tannés. Les policiers, là, sont choqués, là, ça peut pas durer indéfiniment, cette affaire-là, c'est n'importe quoi. Fait qu'ils font appel à de l'aide.
Ils demandent l'aide de l'Unité des sciences du comportement de la GRC à Ottawa. Ils veulent faire un profil du criminel, surtout pour déterminer sa géolocalisation. C'est un peu ça qu'ils avaient fait pour Robert Pickton aussi, parce que si on étudie son mode opératoire, l'endroit de l'agression, le lieu où il a laissé le corps de Tania et la localisation des appels, les différentes cabines téléphoniques, on peut un peu déterminer un périmètre. Bon, c'est sûr que ça l'aide, mais je trouve pas que ça l'a aidé tant que ça, là, parce qu'il conclut que le suspect y habite et travaille probablement à l'intérieur d'un périmètre de 20 pâtés de maison autour d'Abbotsford. Mais genre, OK. Le 6 novembre 1995, donc 6 jours après cet appel, l'équipe d'enquête tient une conférence de presse. C'est là qu'ils décident de diffuser le portrait robot du suspect que je vous avais décrit et des appels téléphoniques, des extraits audio. Ah, c'est ça, parce qu'il l'avait pas encore partagé au public quand j'en avais parlé. Là, il partage au public les appels audio. OK, je comprends. Il avait comme décidé qu'il allait le faire, mais il l'avait pas fait tout de suite, puis là, ils le font, officiellement. Ils mettent aussi en place un numéro 800 spécial pour faire jouer les appels audio en boucle. Fait que n'importe qui veut se rappeler, ça avait l'air de quoi, l'extrait audio, ils peuvent appeler à ce numéro-là, puis ça va jouer sans arrêt. C'est un peu comme, tu sais, maintenant, on irait sur Internet ou sur YouTube, genre, mais dans ce temps-là, c'était moins avancé. Mais quand même creepy, là, Ouais. Ouais, Seigneur, t'appelles là. C'est l'appel le plus creepy que tu vas entendre. Ouais, vraiment. Mais c'est quand même bright, là. Bravo, tout le monde. Ouais, genre... Bravo, policiers. Les policiers, ils font une bonne job avec ce qu'ils ont comme indice, là. Puis, comme j'ai dit plus tôt, ben, ils espèrent que quelqu'un reconnaisse la voix. Et avec toute l'attention médiatique que le cas avait déjà, depuis cette conférence de presse-là avec le portrait robot puis des extraits audio, le téléphone sonne sans arrêt. Tout le monde a un indice, tout le monde a de quoi à dire aux policiers. Il y a 20 enquêteurs assignés à répondre au téléphone, puis même à ça, ils fournissent pas. Il y a trop d'appels. C'est fou, là. Je suis comme, voyons, à quel point... C'est fou. Genre, tu sais, moi, là... Faire le tri de tout ça aussi, là. Oui, genre, ça me surprendrait que moi, s'il y a de quoi en nouvelles qui passe, j'aille de quoi à dire, genre. Fait que là, pour filtrer toutes les pistes, ils vont avec des critères. Puis les indices qui cochent le plus de cases sont mis en priorité. Et voici leurs critères. Est-ce que la voix sonne comme celle des appels téléphoniques? Est-ce qu'il ressemble au portrait robot? Est-ce qu'il est lié d'une quelconque manière à Misty ou Tania? Est-ce qu'il y a un passé de violence sexuelle? Et est-ce qu'il fréquente souvent le lieu de l'attaque où le corps a été retrouvé? Puis, ben, ceux qui disent « Ah, mon voisin, ben, il ressemble au portrait robot, il a la même voix, puis il travaille à l'hôpital. » Ben, tu sais, genre, ce genre d'indice-là, il irait en priorité sur la liste. Genre, je comprends qu'ils n'ont pas le choix de faire des critères comme ça, mais ça met au bas de leur priorité des indices qui auraient pu être vraiment pertinents, comme qui dit qu'il connaissait les filles, qui dit qu'il a déjà été arrêté par la police, tu sais. Ouais, ça l'enlève le genre de tueurs que c'est des tueurs qui vont au hasard. Les gens qui se connaissent pas par déposition. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il a commencé son livre de même, je pensais, Red Gale. Ouais, c'est ça. Anyways, pendant ce temps-là, Misty est suffisamment rétablie de ses blessures pour être libérée de l'hôpital, mais est placée sous le programme de protection des témoins avec toute sa famille, quand même. On n'y est pas avec ça. Et elle refait un portrait robot plus précis avec un dessinateur et on met à jour le portrait robot au public. Et dans les jours qui suivent, on a enfin quelque chose qui a du sens, qui une piste, un appel qui est assez pertinent pour être vraiment investigué. On est rendu le 22 novembre. Il y a 3 appels différents qui mentionnent le même gars comme suspect. Les 3 personnes disent qu'il y a un gars, un dealer de drogue, qui a des contacts dans le coin du lieu de l'attaque, qui s'appelle George Evendine. Les témoins disent qu'il est connu pour déjà avoir battu des gens avec un bâton de baseball, puis il y avait un party de fête un jour avant le vendredi 13 de l'attaque. À son party de fête, il y avait un gâteau en forme de paire de seins. Les témoins disent que George aurait croqué dans le gâteau de manière super intense. Puis là, aux yeux des policiers, ils trouvent ça drôlement similaire, puis ça l'a pas été dévoilé au public, cet indice-là, fait qu'ils se disent, genre, ils disent pas ça pour romancer leur indice ou leur piste. Ils trouvent que ça vaut la peine d'investiguer ce George. Ah oui, puis aussi, les gens qui ont appelé disent que George, il aime ça dire haut et fort qu'il aimerait
pogner une couple de bitches dans les rues pour avoir du plaisir avec eux. Et, surtout, si on regarde une photo de George, il correspond beaucoup au portrait robot. Là, on invite George à se placer dans un line-up avec d'autres hommes pour demander à Misty de le sortir du lot, là. Tu sais, oui. vous savez de quoi je parle? Mais, malgré la ressemblance avec le portrait robot, Misty a choisi personne. Et comme c'est aucun d'entre eux, je suis pas capable de l'identifier. Mais la police, il se fie pas juste à ça. Tu sais, Misty, il faisait noir, elle a été frappée à la tête. Avec son traumatisme et tout, ça serait possible qu'elle soit pas capable de le reconnaître. C'est surtout qu'il coche toutes les cases, ou presque, fait que les policiers sont pas mal sûrs d'avoir leur homme. Ils essaient de trouver un plan ou une manière de le garder en détention, puis pas le laisser s'échapper, là. Ils sont comme là, on l'a, faut faire de quoi. Et c'est là qu'ils se rendent compte que George a été identifié par une ou deux autres femmes, ça dépendait des sources, là, pour une histoire d'agression sexuelle aucunement liée à l'histoire de Tanya et Misty. Genre, il y a au moins une femme qui l'a positivement identifié comme étant son agresseur. Fait que le matin du 1er décembre, George est arrêté et gardé en détention pour agression sexuelle avec le prétexte qu'une femme l'a identifié comme étant son agresseur, nanana. Puis leur but, c'est de le garder en détention et d'avoir un mandat pour collecter son ADN et son empreinte dentaire pour après ça le relier au cas de Tanya et Misty. Mais les policiers ils commencent vraiment à douter de tout ça parce que George, il est vraiment calme. Il fait juste dire « Hein, non, j'ai aucun rapport dans cette histoire-là, même l'histoire de la femme qui l'a identifié pour une autre affaire d'agression. » Puis il est super coopératif, là. Il est genre « Je vais vous aider à prouver que c'est pas moi. » Puis là, les policiers sont comme « ça correspond pas vraiment au genre de tueur qu'on pense avoir. » Surexcité, là, lui qui était genre... qui était prêt à jouer à un jeu de chasse au trésor jusqu'à la fin des temps, là. Ouais. Il accepte de donner son ADN sans mandat. Fait que, tu sais, il était même pas obligé. Et pour l'ADN, on est en 1995, là. L'ADN allait prendre beaucoup de temps. Et pour la dentition, par contre, ça va prendre juste quelques jours. Il faut juste comparer une empreinte. Mais il est gardé en détention en attendant les 2 résultats. Et, ce n'est pas un match. Ses dents, ils ne fitent pas avec la morsure retrouvée sur Tanya. Mais on le garde en prison quand même jusqu'au retour de l'ADN parce qu'on est en train de se dire... Peut-être que la morsure, elle venait d'un autre moment, ou qu'il y était plusieurs agresseurs. Bref, on veut pas prendre de chance. 6 semaines plus tard, le 5 décembre 1995, le test ADN revient du Vancouver Crime Detection Lab, et c'est pas un match non plus. Fait qu'un gars qui correspondait à tous les critères, c'est finalement 0 lui. George Evendine a été gardé 2 mois en prison pour finalement être innocenté. C'est long quand même. Mais y avait-tu vraiment comme des risques ou des chances que ce soit un agresseur sexuel quand même? À cause des filles qui l'ont... C'est ça, j'arrive là. OK. Malgré qu'il a été innocenté pour l'affaire de Tanya et Misty, il reste l'histoire là, des filles qui disent qu'il l'a agressé. Fait qu'il est quand même resté en détention pour ces autres affaires-là. Et c'est seulement le 15 février 1996 qu'il a finalement été retiré des suspects de ces histoires-là aussi parce que son ADN ne correspondait pas non plus aux indices de ces 2 filles-là. Fait qu'il est resté longtemps. Beaucoup. Ouais. De novembre à février, genre. En même temps, genre, je trouve ça bien que les policiers n'aient pas voulu prendre de chance, là, qu'ils ont vraiment fait ça comme il faut, qu'ils l'ont pas juste comme tout de suite relâché. Puis que là, finalement, on se rend compte plus tard qu'il y a quelque chose à voir dans d'autres affaires, mais que là, il est où, tu sais? Il est disparu, whatever, là. Fait que, mais c'est chiant quand même d'avoir passé 2 mois en prison et plus, genre, pour rien, là. Ouais. Mais là, avec le principal suspect innocenté, on est pas mal de retour à la case départ. Puis en attendant tous les résultats de tests ADN et tout, il y a eu aucune avancée. Aucun autre appel louche. Puis le tueur, il est toujours dehors. On pense que le tueur, il a pas appelé la police pendant ce temps-là, sûrement pour faire profil bas puis être content qu'on accuse quelqu'un à sa place. Genre, il devait se dire « je vais m'en tirer, ils ont pogné quelqu'un d'autre à ma place. » Puis la police pense même qu'il a peut-être pris la fuite, puis il est rendu ailleurs dans une autre province même, ou une autre ville. Mais, 2 jours après la remise en liberté de George Evendine. C'est bol. Fait que clairement, il attendait qu'on se rende compte que c'était pas lui pour faire surface, là. On est le 17 février 1996.
Un DJ d'une station de radio d'Abbotsford, la station elle s'appelle Radio Max, reçoit un appel sur sa ligne ouverte en ondes. L'appelant, il dit d'aller dehors dans le stationnement parce qu'il y a un cadeau pour lui, là-bas. Là, le DJ, il sort, c'est peut-être à la pause, là, puis il remarque un gros bloc de pierre sur le pare-choc d'une voiture de la station Radio Max. Et en s'approchant, le DJ voit que c'est la pierre tombale en granit de Tanya. Non! Le Ben tueur, il a voyons volé donc. la pierre tombale de Tanya puis il l'a pitché sur une auto. Ok, mais c'est tellement triste, là. Voyons C'est donc. tellement irrespectueux. Puis aussi, c'est genre 190 livres, là, la pierre tombale. Là. Puis il a fait ça en plein jour. Comment? Puis personne l'a vu. Personne. Genre, la station de radio est dans un stationnement juste à côté de la rue principale, genre la Main Street. Ah, Tu sais, il y a un cimetière, on voit bien, là, on remarque si quelqu'un Ben arrache oui. une pierre tombale. Personne n'a rien vu. C'est vraiment une juste ombre. comme pour l'arracher, là, excuse-moi, mais ça doit genre prendre des outils quelconques, là. Tu dois avoir une estie de scie mécanique, pelle, je sais pas genre, trop, ouais. là. Mhm. Puis c'est lourd, là. Oui, à Fait que, transporter. genre, c'est sûr qu'il a peut-être dû, en tout cas, faire ça en char, puis là, c'est sûr qu'il a été bruyant et Ouais. voyant, là, je sais pas, visible. Ouais, c'est fou que personne n'ait remarqué. Parce que oui, là, les policiers, après ça, ils vont avoir enquêté, là, personne n'a rien remarqué. Puis, la pierre tombale est toute abîmée, est vandalisée. À côté du nom de Tanya, sur la pierre tombale, il y a genre des graffitis. Le tueur, il a écrit « Elle n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. Je cherche encore. Un jour, Misty. » 3 petits points. « Vous ne me trouverez jamais. » Ah, arc. Je base encore sur le fait que c'est un père de famille. Ouais. Puis, comme j'avais dit tantôt, là, sur la pierre tombale, il y a une photo de Tanya. Ben, il a dessiné une flèche sur ses seins, puis il a écrit « Yummy tits Ah! ». Genre, c'est le plus gros dégueu de la planète. Voyons donc. Donc, le tueur est toujours là. Il a pas pris la fuite. Puis, il est pas... il a encore envie de tuer, tu sais. Il s'est pas calmé. Il insinue qu'il a déjà tué avant. Et il insinue qu'il veut vraiment retrouver Misty pour finir ce qu'il a fait. Tu sais, il a écrit Misty Ouais, c'est un ça. jour, 3 petits points, là. Ça, c'est encore plus épeurant, là. Mhm. Genre, elle, là. Ouf. Ouais, j'aurais peur. La police commence à penser que leur tueur d'Abbotsford, là, c'est peut-être un tueur en série. Ce qui est cute et gentil, par contre, c'est que l'équipe spéciale d'enquête, ils ont tout pitch-in pour payer une nouvelle pierre tombale à Tanya. Je trouvais ça vraiment gentil. Ah. Ben oui. Trop cute. Ouais, ils sont full solidaires avec la famille. Bon, fini la partie cute, on continue dans le dégueulasse parce qu'il y a 2 jours, Ouais, c'est ça. seulement 2 jours après l'appel à la radio, le tueur appelle encore le 911. Pour vrai, il est pas fatigué. attention whore, là. Oui, vraiment. Il a vraiment besoin de faire un show, là. Il y a du temps à perdre. Il demande à l'opérateur comment ils ont trouvé son petit cadeau, puis il dit « ce sera pas le dernier ». Puis là, il raccroche. Et l'appel, il est retracé jusqu'au Rotary Stadium, et encore une fois, rien, aucun indice, aucun témoin, blablabla. Ah, en fait, il y a un témoin. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu une berline beige dans le coin, comme les témoins disent avoir vu le soir de l'attaque et comme Misty dit avoir vu aussi. Là, on commence à se dire « Hey, c'est peut-être la voiture du tueur, on va faire un portrait robot de la voiture. Ben oui, Seigneur. » Parce que si on peut pas identifier le gars par sa face, on peut-tu l'identifier par son char? Je vais mettre aussi une photo, peut-être pas du portrait robot, mais une photo de la voiture en question. Le lendemain, le 21 février 1996, sur une rue résidentielle peu éclairée, une femme est seule à la maison avec ses 2 enfants. Il est tard le soir, mais tout à coup, elle se fait réveiller en pleine nuit par un objet qui s'est lancé dehors puis qui a cassé sa fenêtre pour atterrir dans son salon. Il y a comme quelqu'un qui a lancé de quoi dehors par sa fenêtre, puis sa fenêtre a éclaté, puis l'objet est tombé au milieu de la pièce. Et la femme a eu un bon réflexe, elle a touché à rien, puis elle a tout de suite appelé la police. L'objet en question, c'est une enveloppe bleue scotch-tapée à une clé à molette en métal. Des 2 côtés de l'enveloppe, il est écrit au Sharpie, comme on dirait une écriture d'enfant en plus, là, mais il est écrit « De la part du Abbey Killer, appelez le 911 ». Abbey Killer, c'est comme le nom qu'on lui donnait pour Abbotsford Killer. Malheureusement, aucun témoin du quartier a vu quoi que ce soit.
c'est ce gars-là, il se promène partout, il fait ce qu'il veut, puis personne le voit. Je suis genre, voyons! Oui, c'est ça. Je comprends pourquoi ils l'ont appelé le Shadow, là. Ouais. Genre, l'ombre. Le tueur, il a trouvé une nouvelle manière de jouer avec la police, là. Il était peut-être tanné des appels, maintenant il voulait de quoi de concret. Une manière originale, oui, mais beaucoup plus intéressante pour les policiers, parce que là, on peut peut-être retracer une empreinte digitale quelconque sur l'enveloppe. Ça fait vraiment penser au Zodiac, je trouve. Mhm. Genre, cherche et trouve, code. C'est vrai. Il niaise avec les polices, genre. C'est vrai. Faut que j'écoute le nouveau documentaire qui est sorti. Tu l'as-tu vu? Non. Sur le Zodiac? Netflix? Ouais. C'est qui Non, j'ai pas vu. pense... C'est comme sur une des théories d'un suspect, genre. Fait que OK. c'est genre un gars qui pense que c'est quelqu'un qu'il connaît. Me semble. En tout cas, je l'ai pas vu, fait que c'est peut-être pas ça, mais me semble. OK. Fait que là, avec l'enveloppe, ils ont une preuve un peu... un indice matériel. Ils demandent à l'expert en identité judiciaire de la police d'Abbotsford, l'agent Mike Olson, d'examiner l'enveloppe. Il fait un travail de moine, là, genre minutieusement. Il examine la lettre pour essayer de trouver des indices, des empreintes, de la salive, nanana. Et il y a eu beaucoup de duct tape là, autour de l'enveloppe, fait qu'il décolle soigneusement chaque couche de scotch tape pour les séparer, puis essayer de voir s'il n'y a pas une trace quelconque. Mais chaque couche qui enlève, rien. Et au dernier morceau de scotch, il découvre miraculeusement ce qu'il croit être une empreinte digitale presque complète. Oh my God! Eureka, comme on dit. Fait que là, enfin, on tient quelque chose. C'est pas parfait, mais on tient quelque chose. Là, les enquêteurs sont plus que contents parce que, selon leur profil qu'ils avaient fait du tueur, ce gars-là, il a probablement un casier judiciaire, fait que son empreinte digitale est dans le système, probablement, dans leur database. Mais rien. Ils pensent même fouiller dans la database américaine, mais rien aussi. Fait que ce gars-là, il a jamais été arrêté par la police pour n'importe quelle C'est ça. raison. Oh shit. là. C'est fou. Ils sont vraiment surpris parce qu'eux, ils étaient certains que c'était un criminel récidiviste, là. Genre qui avait déjà agressé sexuellement quelqu'un ou tué quelqu'un. Même. Ouais, ou qu'il y avait genre une inconduite quelconque qui fait en sorte qu'il y avait un dossier criminel ou qu'il a déjà été arrêté pour un petit vol Exact. avant, là. Genre, ouais. Mais je vais revenir à ça. Tu sais, avec les pistes là, données du public, là, ils priorisaient ceux Uh-huh. qu'il y avait un casier judiciaire, blablabla. Fait que là, ils inversent vraiment leur ordre de priorité, puis toutes les pistes qui parlaient d'un gars qui avait aucun casier judiciaire, là, ils les remettent sur le top. Puis tous ceux qui parlent d'un gars avec un casier judiciaire, ben, ils les considèrent même plus ou presque. Mais bon, gros changement dans leur vision de leur tueur. Là, on va retourner à l'enveloppe bleue, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Ils trouvent 4 coupures d'articles de journal à l'intérieur. Et 2 des articles contiennent des photos de Misty et Tanya, qui parlaient du dossier. Puis sur la photo de Misty, il est écrit dessus « Lucky to be alive ». Étant Misty, je paniquerais, là. What the fuck? Genre, elle est full en danger, là, dans le sens Ouais. que s'il l'avait retrouvé à un moment donné, tu sais, je repense au matin même où ce que c'est arrivé, là, s'il était revenu sur la scène puis elle était dans un état de perd conscience, retrouve conscience, elle aurait été mortelle aussi, là. C'est clair. Il y a tellement de haine, ce dude, là. Puis clairement, il voulait pas la laisser en vie, là. Tu sais, il voulait la tuer. Non, c'est ça. Ben oui. Les 2 autres coupures de journal à l'intérieur, c'est des articles reliés à la mort de 3 femmes victimes de meurtres à motivation sexuelle qui ont eu lieu en 1985. Fait que 10 ans avant l'histoire d'aujourd'hui. Puis c'est tous des cas irrésolus. Puis l'article, tu sais, les crimes se sont passés en 85, mais l'article date de 89, puis c'est comme un peu pour une rétrospective, genre rappelons-nous de ces 3 femmes mortes il y a quelques années, irrésolues. Oh shit. Oh là là, ça m'écoeure, ça Ouais. m'écoeure. Puis au moment de l'enveloppe, là, on est en 96, l'article date de 89. Fait que le tueur, il y a ces articles-là chez eux depuis tout ce temps, là. Ça fait 7 ans là, qu'il les tient C'est ça. avec lui. Parce que c'est pas comme aujourd'hui qu'on peut imprimer un vieil article de journal, là, tu sais, ça veut dire qu'il avait gardé la brochure dans son scrapbook quelconque, là. C'est ça. Ou ben, je sais pas, les archives, peut-être? Est-ce qu'il y a des bibliothèques Peut-être. qui gardent les vieux journaux? Ouais, mais tu peux pas partir avec, tu sais.
Je pense que tu peux le Ouais, je consulter, mais tu comprends. peux pas le découper. Fait qu'en tout cas, selon les enquêteurs, c'est qu'il a gardé les articles sur lui. Ah tout ouais, ce comme temps. un trophée, là. Ouais. Fait qu'il insinue que c'est lui qui a commis ces 3 meurtres irrésolus-là. Aussi, dans la lettre, il y a dans l'enveloppe, il y a une lettre tapée à l'ordi. Puis il y a presque aucune majuscule, là. C'est tout écrit, genre sans points, sans majuscule. Sauf quand il écrit tout en majuscule. Genre, des fois, il met en gros, genre I'm crazy en majuscule, mais le reste, c'est Oh tout en boy. minuscule. Fait que je trouve ça vraiment creepy, là. C'est comme s'il avait écrit sans Rapidement, réfléchir, là. là, ouais. Ouais. Je vais vous lire des petits extraits. Ça commence. Hello, it's me! Avec plein de points d'exclamation. By the way, Tania apportait des sandales ce soir-là. Puis je les ai lancées avec ses autres affaires un peu plus loin. OK? Vos flics sont en train de s'énerver un peu. Difficile d'attraper quelqu'un d'intelligent. Pas comme certains imbéciles, 3 petits points, qui n'ont pas d'esprit. Voici quelques autres de mes conquêtes. Je vous l'avais dit que ce n'était pas mes premières. Fait que là, il dit que les 3 meurtres irrésolus de femmes, c'était lui. Puis ensuite, dans sa lettre, il décrit de manière super vulgaire 3 autres agressions sexuelles sur des femmes d'Abbotsford qui ont eu lieu en 94 et 95. Ces femmes-là, ils ont survécu, ils sont pas décédées, mais ils avaient rapporté ça à la police. Puis dans le fond, lui, il dit que c'est lui qui les avait attaquées. Il termine sa lettre en disant... Puis là, c'est tout en majuscule. « Hey guys, I'm bad. I will strike again one day. I will not be caught. I will not move from Abbotsford. Good luck! » What the fuck? Il est complètement cinglé. Complètement cinglé. Mais je comprends pas pourquoi, mettons, en 85, whatever, il aurait commis, mettons, 3 agressions et 3 meurtres. Puis là, en 94, il aurait agressé 3 personnes. Puis là, pourquoi, mettons, en 95, le dernier qu'on sait, Misty et Tania, pourquoi, là, tout d'un coup, il joue à un jeu? On dirait qu'il essaie de se faire dénoncer. Il laisse plein de preuves. Tu sais, si on l'a jamais trouvé pour les 3 premières femmes, c'est parce qu'il avait sûrement pas laissé autant d'affaires, là. Ouais. Tu sais, des vêtements partout, des gougounes, des sabates de baseball, tu sais, je sais pas. Ben, mon hypothèse à 2 scènes, c'est que il a compris qu'il se faisait pas pogner. Fait que là, maintenant, il est genre, ah, je peux faire n'importe quoi. Ça fait 6 femmes que j'agresse, 3 que je tue, puis je me fais pas pogner. Maintenant, je peux m'en permettre plus. Peut-être qu'il se dit ça. Ah, peut-être, ça y a monté à la tête, puis là, genre, il se trouve dans hot, là, Ouais. il se pense intelligent, puis tout. Puis peut-être qu'il est tanné Ouais. de pas avoir la reconnaissance qu'il pense mériter. Genre, Peut-être. I don't know. Peut-être, ou peut-être qu'il y a genre eu une mini brèche de sénitude d'esprit qui est arrivée puis qui s'est dit faut que je me fasse pogner parce que je suis un homme dangereux. Mais ça m'étonnerait que Ouais. ce soit cette option-là. Là. Mais c'est parce qu'on dirait qu'il fait tout pour se faire pogner. C'est vrai. Tu sais, pour quelqu'un qui a fait des meurtres puis qui sont toujours irrésolus, je trouve qu'il est poche, entre guillemets. Ben, on dirait qu'il y a Fait une qu'on partie dirait de lui qu'il- qui veut faire attention, puis une partie de lui que c'est plus fort que lui. Genre, tu sais, Ouais, il prend la peut-être. peine de prendre des gants, puis d'appeler, puis de partir tout de suite après l'appel, mais il appelle, tu sais. Ouais, Puis après c'est ça, il lance une lettre tapée à l'ordi pour pas qu'on reconnaisse son écriture, nanana. Puis tu sais, il a fait attention pour pas laisser d'empreinte digitale, sauf, tu sais, une par mégarde, tu sais, que c'était pas par exprès. Il y en aurait eu plein, là, s'il avait pas fait attention, mais il y en avait juste une. Fait que, tu sais, C'est il ça. fait comme semi-attention. C'est bizarre. Ouais, je comprends. Peut-être qu'il va juste vraiment de pire en pire, là, après 10 ans. Là. Ouais, aussi. Mais là, en lisant tout ça, là, la police sont comme « Oh fuck! » On a affaire à un agresseur en série et un tueur en série. Et en analysant les 3 agressions qu'il décrit, là, tu sais, ceux que les femmes ont survécu, sont capables, tu sais, ça concorde avec des cas rapportés à la police. Puis je vais vous les expliquer sans trop de détails, là, mais le premier cas dont il parle, c'est relié à un cas qui est arrivé le 5 juillet 1995. Ça, c'est juste 3 mois avant l'attaque de Tania et Misty. C'est une petite fille de 12 ans qui était assise sur le terrain en avant d'un McDo. Il était 10 heures le soir, puis un homme l'a pogné par en arrière. Il a pogné ses seins, il a mis une main sur sa bouche, puis il a essayé de la bâillonner, mais miraculeusement, la petite fille, elle a réussi à sauver. La deuxième agression aurait eu lieu le 16 septembre 1994, à 10h30 le soir.
C'est une femme qui est atteinte de troubles mentaux qui est sortie prendre une marche en dehors de son institut psychiatrique. Puis elle se rappelle juste s'être fait frapper derrière la tête puis de perdre connaissance. Puis quand elle s'est réveillée, elle était en train de se faire tirer par les jambes, couchée par terre. Genre, elle se faisait traîner sur le sol. Ouais. Uh-huh. Mais il y a Comme il a fait avec Tania, là. Ouais. Puis elle était comme sur le bord d'une route, mais il y a une voiture qui est passée. Fait que l'attaquant, le tueur, il a eu peur, puis il est parti, puis il l'a laissé là. Dans tous les cas, tu sais, probablement qu'il voulait les tuer, là, ces femmes-là, c'est juste que ça a pas marché. Et le troisième cas, le tueur en parle dans sa lettre, puis c'est le plus intéressant pour leur enquête aux yeux des policiers, parce que l'incident il est arrivé à 5h30 du matin, le 8 août 95, seulement 2 mois avant l'attaque de Tania et Misty. Fait que, tu sais, c'est dommage, ça aurait pu être prévenu si on l'avait pogné avant, là, parce qu'il essayait depuis longtemps là, de recommencer. Ce qui est intéressant aux yeux des policiers, c'est que l'attaque a eu lieu derrière l'hôpital, comme Tania et Misty. Fait qu'ils rôdaient vraiment dans ce coin-là. Mais je comprends pas pourquoi. Genre, je me demande vraiment si c'est choisi, l'hôpital. Je sais vraiment pas, puis j'ai pas de réponse pour vous. Je sais pas pourquoi... Non, je sais, là. Mais... On dirait, en tout cas, moi, ce que je vois, puis peut-être que ça n'a aucun rapport, mais on dirait que depuis ces premiers incidents, les premiers incidents qu'il a fait, on dirait qu'il est de pire en pire, comme. Ouais. Puis on dirait que tout est là pour qu'il se fasse pogner. Genre, on dirait qu'il veut se faire pogner. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est mon feeling. Il veut voir jusqu'où il peut aller sans se faire pogner, genre jusqu'où il peut niaiser avec la police. Puis puis il se dit, au pire, je me ferai pogner, tu sais. Il veut juste voir jusqu'à... Ça va prendre combien de temps. Oui. Eh boy. Pour ce troisième cas-là, c'est une jeune femme, encore une fois, qui a quitté un bar après s'être fait chicaner par son chum. Ben, avec son chum. Je pense pas que c'est juste son chum qui l'a chicané. Mais elle se rappelle pas de grand-chose, elle. Elle se rappelle juste être passée devant l'hôpital, ensuite blackout. Et elle a été retrouvée inconsciente sur le bord de la route par un motocycliste qui passait. Elle saignait abondamment de la tête. Puis dans la lettre, là, le tueur, tu sais, il dit « C'est moi qui l'ai attaqué. Je l'ai attaqué avec le même bâton de baseball qu'avec Tania et Misty. » Puis il utilise plein d'insultes raciales, genre plein de commentaires racistes parce qu'il pensait que cette femme-là était autochtone, mais elle était norvégienne puis elle était juste bronzée, là. En tout cas, il est vraiment stupide. Genre, Okay. elle avait juste genre les cheveux noirs puis il est comme « Ah! » Anyway. OK. Il se vante aussi dans sa lettre d'avoir volé 200 $ dans le portefeuille de la victime, puis d'avoir lancé le portefeuille vide sur le toit d'un magasin de briques à côté de l'hôpital. Fait que là, les enquêteurs, ils vont voir, ils trouvent un magasin de briques pas loin de l'hôpital, et comme de fait, il y a quelques mois, un employé de maintenance du magasin, il a trouvé un portefeuille sur le toit du magasin. Mais voyons... Et la victime, en rapportant son témoignage au policier, elle avait dit « Je me suis fait voler aussi 225 $, il manque de l'argent dans mon sac. » Fait que, tu sais, tout prouve que c'est vraiment lui. Là. Si c'était pas lui qui avait fait ça, il aurait pas su pour le 200 $, il aurait pas su que le portefeuille traînait sur le toit d'un magasin de briques. Genre, c'est bien trop précis. Anyway, tout ce qu'il dit depuis le début, sans que eux autres, ils ont rien sorti dans les médias encore, il avait rien donné comme indice, puis il ramenait plein de détails que juste le tueur connaît. Fait que c'est lui, là. Ben oui, depuis le début, là. C'est vraiment lui. Puis ça fait, genre, minimum 10 ans là, qu'il fait ça. Si c'est lui pour les 3 meurtres de 85, là, ça fait 10 ans qu'il est actif puis qu'il agresse des femmes, puis il a jamais été approché par la police parce qu'il est pas dans les databases. C'est fou, là. Fait que lui, il fait ce qu'il veut, il est expérimenté, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, c'est vraiment épeurant. On arrive en mars 96, donc 5 mois après l'attaque de Misty et Tania. Aucune nouvelle, aucune piste. L'équipe d'enquête s'impatiente. Faut faire de quoi, là? Faut essayer quelque chose parce que ne rien faire mène à rien, évidemment. Fait que là, ils se disent, OK, on va utiliser les médias. Vu que notre tueur, il cherche l'attention, c'est un attention whore, on va essayer d'utiliser les médias pour le
le manipuler sans l'encourager à commettre un autre meurtre, mais l'encourager à nous rappeler ou en tout cas à refaire un move parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Ils veulent le titiller son ego, là, son attention. Exact. Fait que là, avec les conseils du docteur Mike Webster, le psychologue, ils veulent utiliser la psychologie inversée. Fait que là, avec les animateurs des téléjournaux XY, ils rédigent un texte méticuleusement calculé et concocté pour suivre cette stratégie de psychologie inversée-là, dans le but d'encourager le tueur à refaire surface. Et ils appellent ça le plan Mousetrap. Je trouve ça quand même cool qu'ils donnent des petits noms à leurs opérations, là. Fait que là, la première étape de leur opération Mousetrap est réglée. Les médias acceptent de lire un script. Genre, c'est complètement inventé ce qu'ils vont lire, mais ils acceptent pour aider à capturer le tueur. La deuxième étape, c'est de espionner tous les téléphones publics de la ville. Fait qu'ils déploient une énorme quantité de patrouilles qui sont envoyées incognito dans des voitures de police fantômes, là, ou qu'il y a des téléphones publics, des cabines téléphoniques qui traînent. Puis ils ont même l'aide du service téléphonique de Colombie-Britannique là, qui gère les téléphones pour leur demander de traquer la localisation des appels directement à la police avant même qu'ils décrochent. Fait que dès qu'il y a un appel, ça va tout aller au bureau de police avant même que la police puisse décrocher. Puis demander, pouvez-vous tracer cet appel? Genre, ils sont déjà prêts à les retracer. Ça va prendre genre quelques minutes au lieu de peut-être 20 minutes, genre. OK, mais ça, c'est excitant, là, comme, comme Puis, façon. La compagnie leur suggère même d'attendre 5 sonneries avant de répondre. Pour leur laisser du temps pour traquer. Genre, tout le monde est dans le coup, là. Tout le monde veut pogner ce gars-là parce qu'ils sont plus capables. Et le 26 mars 1995, l'opération Mousetrap est déclenchée. Les médias lisent leur script, qui est vraiment de la psychologie inversée, là. Je vais vous lire une partie, c'est bon, là. Je trouve ça vraiment drôle. Là, c'est traduit, là. Désolée si des fois les phrases y ont pas de sens, là, mais voici en gros ce qu'il disait. Le tueur n'a pas donné de nouvelles depuis le 21 février. Et le psychologue de la police, Mike Webster, a déclaré aux médias lundi qu'il pensait qu'il faudrait un certain temps avant que le tueur ne reprenne contact avec la police à nouveau. Le docteur Webster... Le docteur Webster a été interviewé par de nombreux médias et a déclaré ceci. « Je pense que lorsqu'il prend ces longues périodes de repos avant de prendre contact avec la police, c'est à ce moment-là qu'il cherche son courage. En examinant les éléments de cette affaire, je ne pense pas qu'il soit capable de narguer la police de cette manière pendant encore longtemps, sans compromettre sa liberté. Et je pense qu'il le sait aussi. » Fait, en gros, ils disent, là, il a peur, il veut plus contacter la police parce qu'il sait qu'il va se faire pogner s'il le refait. Là, ils veulent le titiller, là, pour qu'il fasse comme, ben voyons donc. Ils pensent que j'ai peur, ils pensent que je vais les rappeler, tabarnak. Exact, c'est ça qu'ils espèrent, là. C'est sûr, ok, c'est trop fort. Ouais, je trouve ça trop bon. Pendant 5 jours, il y a des patrouilles de police qui rôdent partout dans la ville, qui surveillent les cabines, qui observent même les passants dans la rue là, pour voir s'il y a quelqu'un de louche qui ressemble au portrait robot. Mais rien. Malgré ce plan ingénieux, rien, ça l'a donné à rien. Le rat n'a pas été attrapé. Ouais, rat trap, plutôt. Le rat est plus malin qu'on le pensait. Là, un autre mois, sans nouvelles. La police, ça partage un nouvel extrait audio de la voix du tueur qui a été amélioré là, avec des experts en technologie. Là. Fait que là, on entend encore mieux la voix qu'avant. Et là, on divulgue le portrait robot de la voiture berline beige. On offre aussi une récompense de 40 000 $ pour toute information menant à l'identification et la capture du tueur. Là, son genre là, on est désespérés, la gang. Aidez-nous. Ils font une genre de conférence de presse. On est le 30 avril 1996. Il est 13h20. 3 heures après la conférence de presse. L'équipe reçoit enfin un appel intéressant. 3 heures après, là, qu'il y a une nouvelle extrait audio. C'est une femme qui a l'air très tourmentée et elle dit qu'elle est certaine que c'est la voix de son fils. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mm-hmm. Oh mon Dieu. Elle dit... Je suis sûre et certaine que c'est la voix de mon fils. Il conduit une berline beige.
Mais il ressemble pas du tout au portrait robot. Hein? Les policiers sont genre, OK, c'est intéressant quand même. Elle dit, mon fils il adore pêcher dans le canal où que le corps de Tania a été retrouvé. Puis j'ai trouvé ça bizarre, mais il est allé aux funérailles de Tania aussi. Puis il la connaissait pas, tu sais. Fait que là, la mère a dit ça. Elle dit, mon fils s'appelle Terry Grant Driver. Il a 31 ans. Il est né le 27 janvier 1965. Et voici son adresse. Puis là, elle raccroche. Oh my god, oh my god. Hey, c'est fou, là, genre... Oui, sa que tu propre puisses- mère. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu... Tu sais, vu qu'il a jamais rien fait, pour que sa propre mère le balance de même, le soupçonne, sans savoir rien du tout, sans savoir si c'est vraiment ça. Mhm. C'est fou, là. Genre, si c'était pas lui, pauvre gars, là, que sa mère Ouais, pense à c'est lui. ça. là. Là, les policiers, ils checkent c'est quoi l'adresse, puis c'est à genre un bloc de maison du Rotary Stadium, là où il y a eu un des appels téléphoniques. Là, c'est parfait. Là, la femme, elle rappelle à 14h22, même pas une heure après, pour donner plus de détails. Elle dit que son fils, il a un scanner pour écouter les appels de police, puis qu'il l'utilise souvent. Il est genre accro à son scanner de police. Puis 5 jours avant le vendredi 13 1995 où que les filles ont été attaquées, son fils Terry s'est chicané avec son frère puis lui a dit « Don't fuck with me, you don't know what I'm capable of ». Puis que c'est le frère de Terry qui a dit, genre il en a parlé à sa mère puis il a dit genre « Hey Terry, il est wack, c'est vraiment lui sur les appels, il a dit des trucs bizarres il y a quelques jours, c'est peut-être lui, il faudrait qu'on le dénonce ». Fait que c'est le fils qui a convaincu sa mère d'appeler. Fourette. Damn. Là, sur leur liste des appels prioritaires, celui-là est en premier. Et à 16h20, la même journée, 9 policiers sont envoyés à la maison de Terry Driver. Il est pas là tout de suite, mais à 17h17, Terry arrive dans sa berline Pontiac Grand Prix 1982, brune et beige. Il revient du travail sûrement, puis là, il rentre chez eux. Là, les policiers, ils attendent un moment, ils le laissent rentrer. Mais les policiers, ça leur saute aux yeux que il ressemble zéro au portrait robot, là, genre 0, 0, 0. Même pas, genre, la moustache au moins, ou rien, là. Tu sais, le dessin montre un homme presque chauve avec des cheveux foncés, une moustache, des grosses pommettes et les joues creuses. Mais Terry, il est loin d'être chauve. Il a une grosse barbe qui vire sur le roux, puis il a les cheveux genre auburn. Ok, c'est bizarre, ça. Mais c'est prouvé que les portraits robots sont souvent erronés, puis dans 80% des cas, les dessins, là, les portraits robots, ça s'avère inutile aux enquêtes. Genre, c'est prouvé scientifiquement. Fait que là, les policiers, ils se laissent pas décourager pour autant. Mais, tu sais, ça leur joue dans la tête un peu. Ils décident d'utiliser la manière directe. Ils font juste cogner chez Terry, puis ils disent « Bonjour, vous avez été nommé comme suspect potentiel dans l'affaire du meurtre de Tania. On aimerait savoir si vous pouviez pas nous donner votre ADN puis vos empreintes digitales pour vous éliminer des suspects. » Ils vont droit au but, là. Oui, puis ils sont pas en train de vous dire « On est sûr que c'est vous », ils sont genre « On veut vous éliminer des suspects, fait que aidez-nous, ça va être vite, puis on n'en entendra plus parler, tu sais. » Normalement, les personnes qui se font faire cette approche-là, les personnes innocentes, du moins, sont nerveuses, mais ils acceptent vite d'aider la police parce qu'ils sont comme oui, je veux vraiment pas être mêlée à cette histoire-là, tu sais. Mais Terry, lui, il est très, très calme, aucune émotion. Il dit, il dit pas juste ça, là, mais il dit entre autres, « je travaille pour une compagnie d'imprimerie depuis 6 ans. » Ok. Fac. Puis il dit aussi, le 31 octobre, quand il y a eu un appel téléphonique du tueur, moi, je passais l'Halloween avec mes enfants. Fait que ça peut pas être moi. J'étais en train de passer l'Halloween avec mes enfants de 3 et 4 ans. Mais les enfants sont trop jeunes pour être crédibles et confirmer son alibi, mais c'est ça son alibi. Il avoue, oui, c'est vrai, je fréquente souvent le canal et tout, genre, ça c'est vrai. Puis là, quand la police sont comme « OK, ben voulez-vous nous donner vos empreintes? » Il dit non. Il est pas obligé, il a pas demandé encore, fait qu'il est genre non. Je comprends, là, mais... Là, louche! Les policiers, ils le trouvent un peu bizarre, mais il ressemble zéro au profil du suspect. C'est un père de famille qui a l'air bien normal, qui ressemble zéro au portrait robot, mais il conduit une voiture beige, tu sais. Ils sont pas sûrs.
Ils sont pas genre, Mais c'est pas on juste est sûr ça, d'avoir là. notre Sa gars. mère, elle a dit, c'est la voix de mon fils, tabarouette. Mais tu sais, Il connaît plus la voix de son fils. Ouais. Mais tu sais, sont juste un peu genre, Ouais. louche. Mais c'est le lendemain que Terry, il rappelle la police. Puis là, il dit, OK, là, j'en ai parlé avec ma famille, puis il m'encourage à vous aider, puis à me donner mes empreintes, puis mon ADN. Fait qu'ils m'ont convaincu. Je veux juste parler à mon avocat, puis avoir des conseils juridiques avant. Je vais vous recontacter bientôt. Là, c'est comme, OK, si t'étais vraiment innocent, tu voudrais... C'est genre, OK, ça change qu'il y ait ton ADN à moins que t'aies déjà commis un crime, t'sais. Genre, tu sais, moi, ça me stresserait zéro de donner mon ADN à la police parce que je suis pas recherchée ou quoi que ce soit, tu sais. Je sais que ça va rien flaguer, mais là, lui qui est comme nerveux, c'est bizarre. Et en attendant le retour de Terry, la police, ça fait pas rien. Ils décident d'enquêter sur lui puis de savoir qui est ce curieux jeune homme. Terry Driver. Il est né le 25 janvier 1965, comme j'ai dit, et il a 3 frères et sœurs. Son père est un policier retraité de la police de Vancouver. Et il a été décoré pour ses exploits et son service. On dit que Terry est né avec une légère anomalie cérébrale qui a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans, puis ça lui causerait des problèmes de comportement. J'ai pas trop compris, mais bref, il y a des gros problèmes, ça c'est clair. Ses parents le décrivent comme un enfant incontrôlable. Ils l'ont amené plusieurs fois à l'hôpital tellement ils savaient juste pas quoi faire avec lui. Genre, il était en crise de nerfs. Il répond à aucune méthode de discipline ou de punition. C'est un enfant destructeur, violent, aucunement docile à toute forme d'autorité. Comme toujours, à un jeune âge, Terry s'amuse à blesser des animaux. Et ses propres frères et sœurs. À 5 ans... flag! Oui. À 5 ans, Terry a des tendances pyromanes, puis il aime mettre des affaires en feu. À 5 ans. Et tabarouette. Puis, ça prend pas trop de temps, là. À 6 ans, ses parents sont plus capables, là. Ils savent pas quoi faire. Ils l'envoient dans un centre, le Children's Foundation Residential Home, qui est dédié aux enfants qui ont des gros problèmes de comportement, tu sais, au point qu'ils sont inaptes à vivre chez eux. Parce qu'ils ont peur que Terry va blesser leurs autres enfants. Tu sais, ils ont quand même 3 autres enfants à la maison, puis Terry, il veut comme les tuer, là. Fait qu'ils sont comme, on peut pas le garder. Au centre, il est agressif, il se bat tout le temps contre les plus petits que lui, souvent. Il lance tout ce qu'il trouve à portée de main, il crache, il frappe, il crie tout le temps, puis il arrête pas de dire qu'il veut tuer sa mère. Une travailleuse sociale qui s'occupe de lui remarque qu'il est vraiment hostile envers les femmes, plus particulièrement. Il a fini par brûler un tapis au centre, puis ça l'a fait renvoyer de la place. Je sais pas à quel point ils tenaient à leur tapis. De mettre le feu, là. Ouais, peut-être. C'était comme la goutte qui faisait déborder le vase, là. Ben ouais. Fait qu'il a été envoyé dans un autre centre. Et là-bas aussi, son comportement s'est pas amélioré. Autour de l'âge de 8-9 ans, il continue à être violent. Et là, il commence même à vandaliser des voitures puis faire du vol à l'étalage. Il ment tout le temps. Tu sais, il est vraiment, là, un enfant terrible. Le nouveau centre, il décrit Terry comme un garçon fâché, incontrôlable et avec aucune conscience. Ça va prendre 3 ans avant d'être diagnostiqué comme un enfant souffrant de TDAH sévère. Il y a 9 ans à ce stade-ci, mais TDAH comme à un autre niveau, là. Puis là, le centre veut pas le garder indéfiniment là-bas. Ils veulent commencer à l'aider à le réintégrer dans une vie normale. Fait qu'ils proposent de passer les fins de semaine à la maison. Terry, il passe les week-ends, mais les drivers, ça prend vraiment pas longtemps qu'ils sont comme non, ça marche pas, il a aucunement changé, il veut tuer ses frères et sœurs, si on le garde à la maison, il veut les blesser gravement ou pire. Ça me fait full penser à mon histoire de l'Halloween de la Oui, semaine passée. Vraiment. C'est fou. BJ. C'est tellement des red flags, là, puis ça finit... C'est en tout cas, il y avait les signes, là. C'est pas genre, jamais on aurait cru qu'il aurait pu faire une chose pareille, t'sais. Non, je comprends juste pas pourquoi cet homme s'est ramassé avec une femme et 2 enfants, là, mettons. Mm-hmm. Si toute sa vie, même sa propre famille, ont fait comme, cet homme est incontrôlable, là. Il veut tuer tout le monde. Ouais. Comment il a fait? Mais je pense qu'il a réussi à se faire une double vie, genre. Ouais. À se En trouver des vieillissant. skills, des faux skills sociales pour être capable de, genre,
qu'il y ait du monde qui s'en rende pas compte, mettons. Mhm. Mhm. Ouais. Quelques années plus tard, les parents de Terry ont divorcé quand il avait seulement 11 ans. Puis Terry est allé vivre chez son père. Puis les autres enfants sont restés avec la mère. Fait que là, c'était moins dangereux. Puis, tu sais, Terry, il disait qu'il voulait tuer sa mère puis ses frères et sœurs, pas son père. Fait que son père, il se sentait plus à l'aise de s'occuper de lui. Puis, tu sais, comme j'ai dit, son père, il est policier. Puis c'est à ce moment-là que Terry est devenu obsédé à devenir policier un jour, lui aussi. Il était fasciné par le scanner de son père. Puis il l'écoutait tout le temps. Tu sais, son père, il l'amenait partout avec lui. Puis, tu sais, il allait dans l'auto de police, puis il écoutait tout ce qui se disait, puis ça l'aidait à se calmer un peu. Ça le focusait, ça le... Tu sais, il écoutait toute la journée le scanner, puis il faisait pas de problème. Fait que son père était genre, « Hey, parfait, Son on a attention trouvé... était toute ouais. dirigée là-dedans, fait qu'il était pas... Exact. Il était genre, « Let's go. » C'est quand même pas... ça fait de mal à personne, il peut bien écouter ça, puis si ça le garde focus puis calme, on va le prendre. Terry, il s'imagine parler avec eux, genre il répond, tu sais, il pense que les policiers s'adressent à lui, il est comme vraiment investi par le scanner, c'est vraiment là, sa passion, quand il est petit, là. Ça s'est resté en vieillissant. Adolescent, il va sur les scènes de crime avec son père, puis, tu sais, il regarde les policiers, puis il essaie de les imiter, il analyse leur comportement et tout. Mais, malgré sa fascination pour la police, Terry, il continue à faire des mauvais coups puis des petits crimes. À 13 ans, il a tiré sur la gâchette du fusil de son père, puis la balle a traversé la fenêtre d'un voisin. Il a genre juste visé dans le vide avec le fusil de son père. Chance qu'il a pas tué quelqu'un. Ouais. Et il a fait d'autres vols, là, je vais pas y aller en détail, là, mais il a fait d'autres petty crimes. À partir de 17 ans, il commence à utiliser le service des travailleuses du sexe. Assez jeune, je trouve. Puis même plusieurs fois par semaine, là. Il est comme un peu obsédé. Puis il travaillait dans un petit resto à l'époque, là, puis il offrait de la bouffe aux filles en échange de leur service. Mais s'il était genre, ben j'ai pas faim, là, j'ai pas besoin de ton spaghetti bolognaise, là, je veux de l'argent, ben il faisait du vol à l'étalage pour avoir de l'argent. C'est un autre gros red flag, là. Une espèce d'addiction à la malsaine avec la sexualité. Mm-hmm. Il aime aussi faire de l'exhibitionnisme pour faire peur aux filles. Puis quand il s'emmerde trop, il met des poubelles en feu. Puis il a été arrêté plusieurs fois pour ça, là, pour mettre des affaires en feu ou pour de l'exhibitionnisme. Mais chaque fois, son père le sortait du trouble, fait qu'il était pas dans le système. Ah! C'est pour ça qu'il sortait pas. OK. Mm-hmm. Terry, là, il voulait vraiment devenir policier, mais il a échoué le test d'écriture. Genre, je sais pas trop quel genre de test ils font pour être dans la police, mais il en a échoué un. Fait qu'il a pas pu réaliser son rêve. Mais malgré, tu sais, ses problèmes de comportement et tout, il a trouvé une belle carrière dans le milieu de l'imprimerie. Il travaillait pour un imprimeur quelconque. Mais malgré ça, sa fascination pour la police n'est pas partie pour autant. À l'âge de 24 ans, il rencontre une femme de 32 ans qui s'appelle Val. Puis les deux sont bénévoles pour les scouts. Puis c'est là qu'ils se rencontrent. Val est dans le début de trentaine, elle est célibataire, puis son rêve, c'est de fonder une famille puis de se marier. Mais là, elle sent que son temps bientôt... son temps est limité. Ouais, l'horloge biologique va bientôt sonner. Puis elle a peur un peu, là, elle a hâte, tu sais, de trouver l'homme de ses rêves pour avoir des enfants avant qu'il soit trop tard. Un jour, à un événement de scout, Val, elle a collé malade. Elle n'est pas venue, là, elle ne se sentait pas bien. Puis à sa grande surprise, Terry est venu la voir pour prendre de ses nouvelles. Il est genre cogné chez eux, puis était comme « Hey, t'étais pas là au truc de scout, ça va-tu? J'ai entendu que t'étais malade. » Et elle l'a invité à entrer, ils ont jasé, puis Terry est juste jamais parti, comme elle raconte. Ils ont eu un coup de foudre, ils ont parlé pendant des heures, puis un match in heaven au début. Val, elle avait tellement hâte de rencontrer l'homme de ses rêves, puis c'était la première fois qu'elle sentait qu'un gars s'intéressait vraiment à elle. Fait que ça a pas pris de temps, 3 semaines, puis ils se sont fiancés. C'est dommage parce que c'est quand même cute au début, si ça s'arrête. Ben oui, genre, je trouve ça cute comme histoire de début d'amour, mais bon. Mais ça reste un gros dégueulasse, là. Ouais. Puis elle a quand même 8 ans de plus que lui, là. T'sais, il a 24 ans, elle 32, mais bon. Val est aux anges, ils se marient rapidement, puis ils ont 2 enfants ensemble. Mais son rêve va rapidement tourner au cauchemar parce que Terry, dès le mariage, il est devenu super autoritaire, super contrôlant.
Il contrôlait quand et pendant combien de temps Val pouvait parler à sa famille. Il était colérique, il frappait dans les murs, il pitchait des objets dans la pièce. Puis leur belle nouvelle maison de ville qu'ils ont achetée ensemble est vite devenue le gros bordel avec plein de trous dans les murs puis des meubles cassés. Terry la menace, il dit « Si tu me laisses, je vais partir avec les enfants. » Puis c'est le rêve de Val là, d'avoir des enfants, fait qu'elle n'ose pas prendre le risque, fait qu'elle fait juste rester avec lui puis espérer que ça se termine un jour. Mais heureusement, Terry, il y a un passe-temps, il y a beaucoup de passe-temps qu'il garde occupé en dehors de la maison. Fait qu'il est pas trop là souvent, fait que dans ces moments-là, Val est heureuse. Il va beaucoup à la pêche, mais son obsession, comme j'ai dit tantôt, c'est d'écouter des appels policiers avec son scanner. Maintenant, il y en a un à lui. Val a dit que Terry, il l'amène partout. Son scanner, genre dans les événements de famille, puis même qu'il dort avec. Oh shit! C'est une C'est sale bizarre. obsession. Ouais, vraiment. Mais malgré que son mari est bizarre, Val, elle a aucune idée, tu sais, que son mari est capable de faire ce qu'il a fait. Puis elle va avoir été reprochée d'avoir été complice ou d'avoir rien dit, mais je la crois vraiment qu'elle savait pas, là. Genre, je pense vraiment qu'elle était au courant de rien. De retour à l'enquête, ça c'est un petit topo de notre personnage. Après quelques temps, Terry Driver finit enfin par recontacter la police avec son avocat. Il dit « Je veux pas donner d'ADN, mais j'accepte de donner mes empreintes digitales. » OK. Parce que lui, il sait qu'il a agressé sexuellement Tania, fait que son ADN est là-dessus, mais lui, il pense Puis, qu'il n'y a pas d'empreinte digitale. ça. Il est Il est convaincu qu'il n'y en a aucunement Ouais. laissé. Là. Mais les policiers, à ce point-ci, là, ils doivent tellement connaître sa voix par cœur. Ils doivent le savoir déjà, là, que c'est lui ou pas. Là. Ouais. Mhm. Tu sais? Mais il dit « J'accepte de donner mes empreintes à une seule condition. Mon avocat doit être là. Ça doit être fait en temps réel. Genre, vous prenez mes empreintes devant moi. Vous faites la comparaison. Puis, une fois que je serai innocentée, vous les détruisez. Je veux pas que vous les gardiez dans votre système. » C'est Au louche, là. cas où qu'il recommence, ben Ouais. oui. Gros con. C'est ça. C'est vraiment louche, là. Mais Parce il est que, vraiment tu sais, calme. Terry, il est certain qu'ils n'ont pas d'empreinte, là, la police. Il Ouais, dit, c'est j'ai fait ça. attention, quand j'ai fait ma lettre, j'avais des gants, nanana, mais peut-être sur sa roulette de scotch tape qui datait de je sais pas combien d'années, il l'avait déjà pris sans gants. Ben, fait c'est qu'il y avait une ça. vieille Peut-être empreinte. que, genre, il l'a pris à la base sans ses gants, puis là, quand il a commencé son bricolage, il a mis ses gants, mais son empreinte était peut-être déjà Mhm. dessus, là. Oui, oui. Espèce de rat. Lui, il pense qu'il va aller là-bas, il va se faire prendre ses empreintes, puis après 20 Ouais. minutes, ils sont comme « Ah, OK, bye. Ouais, on n'a rien qui Euh. collabore. Ta gueule. » Mais non, ce n'est pas ça qui va arriver. Après 20 minutes d'observation, à la loupe, par un professionnel, ils sont comme 5 là, dans une petite pièce, il y a l'avocat, Terry, il y a un petit monsieur avec sa petite loupe, puis là, le monsieur fait juste dire « C'est un match. Ah, mon Dieu! » Terry et surtout son avocat, ils ont la gueule grande ouverte. They were too stunned to speak. C'est sûr que son avocat, il est genre... Tu me niaises. Tu m'as fait déplacer en me disant que t'étais certain, tabarnak. Son avocat était genre, jamais je lui aurais dit d'aller donner Ouais. volontairement ses empreintes parce qu'il n'y avait pas de mandat, là, c'était volontaire. Il dit, Ouais, c'est ça. genre, son avocat va parler plus tard, il me dit qu'il était sûr et certain qu'il n'y avait pas son empreinte nulle part. Fait que j'ai dit, OK, ben oui, vas-y, ça va te faire innocenter, ils vont pas te trouver suspect si t'acceptes de les aider, tu sais. Mais non! Ah, son avocat Allô, était tu genre... défends un criminel. Ça se peut très bien que toi aussi, tu te retrouves à te faire avoir. Ouais, mon oui. petit. Et en tout cas, il le trouvait câble, là, son avocat était découragé. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon. Moi, j'aurais démissionné. J'aurais fait trouve-toi un autre avocat, là. Ouais. Tu me décourages, mon homme. Terry est tellement coquille que c'est sa propre cockiness qui l'aura fait arrêter finalement. Fait que, tout de suite, il est officiellement arrêté pour le meurtre de Tanya Smith et la tentative de meurtre de Misty Cockrell. Terry, il réagit pas. Il se laisse faire. Il est comme un peu passif. Il avoue pas, là. Il fait juste rien dire. Il place dans un autre line-up pour que Misty le sorte du lot. Mais encore une fois, elle est pas capable. Mais on peut comprendre avec ses traumatismes et tout, là, que sa mémoire lui fasse défaut là-dessus. Fait que le dossier de la police doit se faire seulement avec des preuves matérielles. Ils peuvent pas avoir comme une identification d'un témoin. Ça leur aurait vraiment aidé. Mais ils ont quand même assez de preuves là, pour l'inculper. Ils sont pas trop stressés.
Là, ils ont un mandat, fait qu'ils peuvent avoir l'empreinte dentaire, l'ADN et tout de Terry. Ça prend quelques semaines, mais ses dents concordent avec la morsure. Et en analysant son auto, ils trouvent une fibre dans le coffre de la voiture qui concorde avec une fibre qui a été retrouvée dans le sourcil de Tanya, confirmant que Tanya aurait été dans le coffre de la voiture de Terry. Et en regardant les vidéos prises pendant les funérailles, on le voit sortir de l'église avec ses 2 petits gars dans la main dans la main. Oh my God, c'est dégueulasse. Comme un gros fucky. Là, les tests d'ADN reviennent positifs. Le sperme et la salive retrouvés sur Tanya correspondent avec l'ADN de Terry. Fait que là, genre, il n'y a aucune chance. Tout est là. On arrive au procès. On est en septembre 1997. 17. Pardon, je sais pas si ma voix a coupé, que j'ai mal entendu. Je commence à perdre la voix. L'accusé plaide non coupable. Ben oui. Of course. Et il demande un procès devant juge et non devant jury. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas aucune pitié face au jury sur un procès de viol d'enfants, d'adolescents. Puis c'est accepté. Fait que là, c'est juste un juge qui va devoir décider. Et ce qui est étrange, là, j'ai essayé de pas aller trop en détail parce que le procès était vraiment long puis épouvantable aussi, mais genre, je vais y aller straight to the point, là. Ce qui est bizarre, c'est que la famille de Terry le défend. Genre, le frère puis la mère qui l'ont dénoncé, ils témoignent puis ils disent finalement c'est pas lui, on est sûr que c'est pas lui. What the fuck? Je suis comme, c'est grâce à vous qu'on l'a pogné, c'est grâce à l'appel de la mère, là. Sinon, on l'aurait peut-être jamais attrapé. Puis après ça, vous êtes genre, parce que Terry... Ils ont peut-être trop peur de lui aussi, là. Ouais, mais Terry, sa défense, c'est qu'il dit que c'est quelqu'un d'autre, là. Il dit, ce soir-là, j'ai vu quelqu'un rôder, tu sais. Fait que là, sa famille sont comme, on croit sa version. Mais voyons, toutes les preuves ADN sont là. Moi, c'est ça que je capote, là. Puis c'est tellement cap, là, que j'ai pas écrit, là, mais il faut que je le dise. L'avocat de Terry sont comme... Notre argument, c'est qu'on a un témoin oculaire qui dit avoir vu un homme qui correspond au portrait robot rôder avec une batte de baseball dans le coin la soirée du meurtre. Puis là, ils sont comme, voici notre témoin oculaire, c'est Terry. Je suis comme, no shit! No shit! Votre témoin, c'est le tueur! En tout cas, j'étais genre, vous êtes tellement cave! Christ que c'est bon. Mais c'est quand même spécial à quel point, mettons, Terry, il ressemble... Ben, j'ai pas vu les photos, là, mais que tu dis que Terry, il ressemble aucunement au portrait robot, je trouve ça weird. Il ressemble pas... Tu sais, genre, il ressemble mais en même temps, j'avoue mais... qu'elle était sonnée, là, la pauvre Misty, puis peut-être que... Ouais. Mais bon. Lui, il dit que il est arrivé, il a entendu 2 filles se faire battre. Quand il est arrivé, il a vu un gars s'enfuir. Il a vu les 2 filles inertes au sol, puis que lui, il est impulsif dans la vie, surtout sexuellement, fait qu'il a pas pu s'empêcher d'agresser sexuellement Tanya. Oh mon Dieu! Mais... En pensant qu'elle était morte. Puis que là, après ça, il a regretté son geste, fait qu'il a voulu lancer Tanya dans la rivière en pensant qu'elle était morte. Fait qu'il dit, j'avoue, je l'ai violée, mais je l'ai pas tuée. Mais là, après ça, les procureurs sont comme, ben, elle était encore en vie, t'as pas bien checké parce qu'elle est morte noyée, elle est pas morte assommée. Puis t'aurais pu demander de l'aide au lieu de la violer. Genre, c'est quoi l'excuse la plus stupide de l'univers? Il dit qu'il y a le syndrome de la tourette, puis qu'il est TDAH, qu'il y a un trouble de l'abandon, puis que tout ça, ça le rend agressif sexuellement, puis qu'il est pas capable de survenir à ses pulsions, blablabla. Bref, il y a toute une excuse hyper élaborée. Genre, ça a dû prendre des mois à inventer ce scénario-là. Mais après 19 jours de procès, le 16 octobre 1997, Terry Driver est prononcé coupable du meurtre au premier degré de Tanya Smith et tentative de meurtre sur Misty Cockerill. Le juge va dire « Je ne trouve tout simplement pas les mots pour décrire vos crimes horribles. Vous avez mis en péril la sécurité de toute une ville. Vous avez attaqué 2 femmes qui profitaient de la vie. Elles se rendaient à une fête d'anniversaire. Qu'est-ce qui pourrait être plus sécuritaire que cela? Elles ne vous ont rien fait. Vous avez assassiné Tanya Smith pour votre propre satisfaction sexuelle. Je ne comprends pas ce qui vous a poussé à commettre ces actes vicieux et insensés contre des personnes innocentes. Il n'y a tout simplement aucune excuse pour ce que vous avez fait. » Puis Terry, il montre aucun regret, aucun remords. Il s'en fout. Misty, elle a témoigné pendant le procès, là. Je l'ai pas dit, là. Puis à un moment donné, genre, le juge, il est comme... Ben, pas le juge, là, mais le procureur, il est genre...
Misty, pointez si vous voyez votre attaquant dans la salle. Puis là, elle l'a pointé du doigt là, avec genre un regard de furie droit dans les yeux, puis elle était comme « C'est lui qui m'a attaqué, c'est lui qui a tué ma meilleure amie. » Genre, elle était fierce. Oh my God, wow. Sa sentence, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La peine maximale au Canada. Et il va purger concurremment une sentence de 10 ans de prison pour la tentative de meurtre de Misty. Puis, il est admissible à la libération conditionnelle en 2021 à l'âge de 57 ans. Donc, après 7 mois de jeu de chat et la souris ou de rat et de la police, et après avoir semé la terreur dans toute une région, il est enfin derrière les barreaux pour longtemps. Thank God. C'est un Mais père de famille. 2021... Ouais, j'y reviens. Oui, c'est un père de famille dégueulasse. Dégueulasse. Puis comme BTK, il était dans les scouts, là. Genre, il y a beaucoup de tueurs qui faisaient partie des scouts. C'est vraiment bizarre. Puis c'était un petit monsieur, là, qui travaillait dans une imprimerie, qui faisait sa petite vie bien normale. Puis en même temps, c'était un sadique psychopathe sexuel. Ah, c'est super louche. Ouais. C'est dégueulasse. On a essayé de le relier officiellement aux 3 meurtres là, qu'il se vantait d'avoir fait 10 ans auparavant, mais on n'a pas assez de preuves. Mais pour une des 3 attaques, on a pu le relier. À une des 3 là, qui s'était vantée, on a pu l'accuser et tout, mais ça ne changera pas sa peine parce qu'il est en prison à vie. En 2000, Terry Driver il est désigné officiellement comme un délinquant dangereux. Ça, ces criminels-là sont souvent gardés en prison plus longtemps que leur date de libération conditionnelle. Puis s'ils sont libérés, sont vraiment surveillés plus parce qu'ils sont jugés d'avoir un haut risque de récidive. En février 2021, il s'est vu refuser sa demande de libération conditionnelle parce qu'il a été jugé encore comme un risque pour la société. Fait que sûrement que ça allait aller à 2 ans après. Me semble d'habitude, c'est genre 2-3 ans après qu'il peut refaire une demande. Mais... quelques mois à peine après, le 23 août 2021, Terry Driver est décédé de cause naturelle en prison. Oh, ouais! Après avoir purgé ses 25 ans, je trouve ça quand même ironique. Oh, c'est pas comme shit! si... Ouais, c'est ça! Genre, c'est pas comme s'il avait pu au moins sauver du temps de prison en mourant rapidement. Non, il a comme servi sa sentence, puis après ça, il est mort. C'est ça. Mais mort naturelle? C'est ça que ça dit. Mais il avait juste 57 ans, là, mais... ou c'est quelqu'un qui savait qu'il allait sortir bientôt puis qui a dit « No, Mm-hmm. you won't go out, bitch! » Un petit balai dans le nez comme Robert Picton, peut-être? Ouais, c'est parce que les délinquants sexuels sont maltraités en prison, là, sont vraiment pas bien reçus par les autres prisonniers. Fait que peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu, genre, c'était proche de sa prochaine possibilité de demande de libération. Puis il a fait non, tu ne la feras pas. Je sais pas. Ben, peut-être qu'il y avait une maladie, peut-être qu'il là. s'est suicidé. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, en prison, ils camouflent un peu les vraies raisons de la mort là, de leur crise. Ben oui, prisonnier, autant là. qu'ils pourraient peut-être, genre, cacher un peu le meurtre de Terry parce qu'ils veulent pas paraître pour une prison où est-ce qu'il y a des meurtres à l'intérieur. Puis dans le fond, ça fait bien leur affaire, là, tu sais, je sais pas. Mais des affaires, je trouve ça louche qu'ils disent juste mort naturelle. Ils disent même pas genre, arrêt cardiaque. Ils disent juste mort naturelle. Je trouve ça louche. C'est une bien belle façon de le dire, je trouve. Vous nous direz ce que vous en pensez. Oui. Mais OK, my God. Parce qu'on dirait que ces temps-ci, on a fait beaucoup quand même de cas qui s'étaient passés dans les années 90 et que donc leur libération est possible à partir de comme maintenant. Là. C'est qu'on vrai. dirait qu'à chaque fois qu'on finit une histoire, je suis comme... Il est-tu sorti? Il est-tu en vie? Il est-tu encore en prison? Genre, je suis tout le temps stressée, là. C'est vrai. Bref. Mais non, inquiétez-vous pas, elle ne respire plus le même air que nous. Ouais. Misty, pour sa part, elle a 44 ans maintenant. Elle est en pleine forme. Elle vit quand même des séquelles là, de temps en temps suite à ses blessures crâniennes, mais elle va bien. Elle a un diplôme en travail social, puis elle dédie sa carrière pour défendre les victimes comme elle, en Colombie-Britannique. Elle a 2 enfants, dont une fille qu'elle a nommée Tania, en l'honneur de sa meilleure amie. C'est trop triste. Ouais. Mais elle est tellement girl boss, là, dans cette Ouais. histoire-là, c'est fou, là. Tu sais, au lieu de juste s'enfuir et rester pour défendre son amie, elle a C'est ça. essayé d'attaquer son attaquant. Ouais.
Puis le Elle fait a- qu'elle est restée, ça l'a amené aussi une façon de résoudre l'enquête, là. Genre, elle avait tellement de détails, elle a pu se rendre à l'hôpital, en tout cas. Oui, qu'elle a réussi à se rendre à l'hôpital malgré toutes ses blessures, qu'elle se rappelait de tout, qu'elle a témoigné au procès après, tu sais, elle a vraiment été une survivante modèle, tu sais, genre, en voulant dire qu'elle... Pas qu'il y a des survivants pas modèles, là, mais je veux dire, elle a tout fait en son pouvoir pour aider l'enquête, puis je trouve ça admirable. Une pensée à Tanya Smith, là, c'est vraiment tragique Oui. là, qu'elle soit décédée de cette manière-là à seulement 16 ans. Puis je suis certaine que sa famille puis Misty continuent à vivre pour elle, puis que Tanya, elle les surveille de peu importe elle est où en ce moment. Et voilà. My God. Quelle histoire. Le tueur d'Abbotsford. J'avais Je l'avais jamais jamais entendu. entendu cette histoire. Non, c'est ça, moi non plus. Tu sais, c'est au Canada, mais Ouais. faut croire que, tu sais, je veux dire, on connaît vraiment pas ce qui se passe dans les autres provinces, puis... Non, ça C'est c'est moi, moi. j'avais jamais entendu. Mais, waouh, quelle histoire! Pleine de Mhm. rebondissements. Ça m'a vraiment fait penser ben, un peu au Zodiac, là, l'espèce de cherche et trouve, puis de... Ouais. Je sais pas, les indices un peu partout, puis les appels, puis les lettres, puis en tout cas. Mais 2 heures d'histoire. J'espère que vous êtes contents, les petits cornets. Mais Les c'était full bien épisodes longs, raconté. comme vous les aimez. Merci. On dirait que au lieu de perdre ma voix, je l'ai comme retrouvée un peu au fur et à Ouais. mesure de l'épisode. Là, je me sens moins malade. On dirait que ça te fait te sentir mieux. Genre, c'est Étrangement. vrai que t'as l'air moins malade qu'au début de l'épisode. Ça m'a réveillée, peut-être, je sais pas. Parce Peut-être. qu'on a commencé quand même en matinée, là, mais Uh-huh. j'étais, tu sais, toute congestionnée du front, là, Ouais, genre, je ouais, sentais ouais. mon cœur battre dans mes sinus, en tout cas. Ça My allait pas God. bien, mais là, je me sens bien. Mais merci d'être resté jusqu'à la fin, nos chers cornets. Oui. C'était full bien raconté. Puis ça m'a Merci. donné le goût de potentiellement lire des livres d'enquête et tout ça. Genre, je trouve ça vraiment intéressant. Puis on dirait que ça l'amène tellement de détails que tu trouves pas vraiment partout, là. Oui, là, on a vraiment un peu la perspective des enquêteurs, là. Tu sais, c'est le Uh-huh. sergent en chef de l'enquête qui a écrit le livre, fait qu'on a comme un peu leur stratégie C'est de ça. comment ils ont voulu fonctionner, puis probablement que si ça avait été, je sais pas, un journaliste ou le père d'une victime, on aurait eu un Ouais. autre input différent qui aurait été aussi Ouais. pertinent, mais là, d'avoir le côté d'enquête, c'était le fun, ça faisait changement. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. Oui! J'espère que votre mois de novembre va bien se passer. Ouais. C'est grisounet, mais on est là pour essayer d'ensoleiller vos journées avec nos histoires terribles et tragiques. Oui. Si vous avez le rhume, dites-vous qu'il y a des choses bien pires qui se passent à travers le monde. Habillez-vous chaudement. Prenez des petites tisanes. C'est ça, prenez soin de vous. Oui. Prenez des bons bains chauds, puis allumez-vous des petites chandelles, puis... Ouais. Au moins, dites-vous qu'après ça, c'est le temps des fêtes. Au moins, ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Novembre va passer vite. On a plein de belles choses qui arrivent en novembre et en décembre aussi pour vous. C'est vraiment excitant. On a hâte de vous en parler. Merci à tous ceux qui étaient à notre live d'Halloween, qui était complètement chaotique. Merci pour votre patience et vrai. votre indulgence. On Ouais. vous promet que ça va mieux aller les autres. Là. On a eu des problèmes de son et tout, là, Ouais. mais c'était vraiment Mais fun. peut-être parce que c'était la 2e fois. Fait que là, on s'est dit, Mhm. on l'a fait une fois, on va être capable. Mais tu sais, la première fois, on avait vraiment fait des tests, là, avant. Ouais. Genre, OK, le son, l'image, tout fonctionne parfait. Mais ouais, c'était un peu chaotique, mais on va améliorer ça pour la prochaine fois. Vraiment. Puis sinon, les gens qui ne font pas partie de notre Patreon, ben, stay tuned, parce qu'il y a vraiment des petits trucs cool qui s'en viennent Oui! bientôt. Puis sinon, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Patreon aussi, si vous voulez faire partie des prochains lives Mhm. et toute la patente. Et puis, écoutez nos c'est épisodes ça. bonus. Yes. Donc, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook. Instagram, il y a toutes les photos. Il y en a vraiment pour chacun des cas. C'est full intéressant. Ça vous aide à avoir un visuel de nos histoires. On vous encourage à aller vous abonner. Commenter, partager, ça nous aide full. On approche le 5000 likes abonnés sur Instagram. C'est fou, raide. C'est vrai. Fou, raide. C'est tellement allé vite, là. Moi, c'est ça que Ouais. je comprends pas. En genre, même pas un an, 5000 abonnés. Bon, on n'est pas encore rendu à 5000, là, mais bientôt, là. Presque. Je pense qu'il en Peut-être au manque moment genre où on se 50. parle.
Ouais, c'est ça. Au moment que l'épisode va sortir, peut-être. Ouais. Mais merci d'être là. tellement. Continuez de Mhm. nous écrire, continuez de nous donner des suggestions, des conseils, si vous avez des demandes spéciales, des whatever, genre, partagez-nous. On aime ça, vous entendre et vous écouter, vous regarder, tout ça. Vraiment. Puis c'est ça. Laissez-nous un petit 5 étoiles, ça nous aide full. Oui! Et merci 5 beaucoup. étoiles. 5 étoiles, une review. Please, 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 ça nous aide full. Oui. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes! À la semaine prochaine, les cornets! Bye! Bye bye!